puisque depuis 2010, il y a des témoignages ou des photos un peu particulières qui sont indiscutables. Par exemple, je vous ai transmis l'image d'ailleurs une petite vidéo d'ailleurs sur la photo qui s'est passée qu'on peut trouver au musée Bralorne au Canada. Ouais. C'est une photo où on voit distinctement dans une foule. Alors ça se passe je crois que c'est en 1941. C'est sur le pont, non? C'est pas ça où il y a C'est ça. C'est un pont qui avait subi les dégâts d'inondation, comme quoi déjà en 1941 il pleuvait beaucoup. Et c'est en Colombie-Britannique et c'est le pont de South Fork. Et ce qui s'est passé, donc, c'est qu'ils l'ont reconstruit, et puis parce que c'était près de la mine Bralorne, qui était une des plus grandes mines aurifères du Canada. Ils l'ont reconstruit et donc il y a eu une inauguration classique. Il y a eu des photos de prise, il y en a pas mal, et notamment celle que l'on voit où on voit distinctement quelqu'un qui est habillé, je dirais à la mode plutôt actuelle. Avec des lunettes de soleil presque intégrales, vous voyez, avec une coupe de cheveux particulièrement Jones, comme on dit, avec un genre de polo à cagoule. Enfin, vous voyez, c'est assez particulier. On va essayer de la poster d'ailleurs sur la page Facebook, parce qu'elle est quand même assez dingue, parce qu'on a la sensation que le mec sort de Gossip Girl, et il se retrouve et c'est en 1940, 47. Voilà. C'est juste assez incroyable, quoi. Et alors, ce qui est étonnant, c'est il y a évidemment sur Internet, on peut se dire c'est un fake ou quoi que ce soit. Ouais. Pas du tout. C'est véritablement une photo qui est dans le musée. C'est pas une photo qui a été, c'est pas un montage Photoshop ou quoi que ce soit. Elle a été authentifiée, cette photo. Elle a été authentifiée et ce qui peut porter à réfléchir, c'est que quand on y réfléchit bien, cette personne-là, si on se dit c'est un marginal, donc il était pas habillé comme les autres, il n'avait pas de chapeau, il n'était pas habillé en veston comme on peut voir les autres personnes sur cette photo. Donc on peut avoir cette hypothèse-là. Bon, déjà le gars ne devait pas avoir grand-chose avec les lunettes noires parce qu'elles sont vraiment intégrales. Mais la deuxième possibilité aussi, c'est qu'on peut se dire c'est une personne qui sait que cette photo-là va passer inaperçue pendant des années et qui sait qu'un jour il va exister quelque chose qui s'appelle Internet et sur laquelle on retrouvera cette photo et sur laquelle on pourra vérifier que quelque chose se passe qui est pas tout à fait normal, quoi. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne est venue de notre époque, elle est partie dans le passé en se disant qu'un jour on va la voir. C'est quoi l'explication? Disons, comme je suis romancier, c'est une très bonne explication. Scientifiquement, rien ne prouve que cette personne-là est une personne, on va dire, du présent. Ça pourrait même être quelqu'un du futur, d'un futur proche ou même un peu éloigné. Mais si vous voulez, clairement, on a aussi l'exemple qui me sert de base d'ailleurs pour mon livre, de la personne en 1928 qui est avec un téléphone portable. Ah ouais. Et là aussi, est-ce que cette photo a été authentifiée là aussi? Parce que ça pourrait être n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on pourrait, là aussi, on peut imaginer que ça peut être. On a même imaginé que c'était un tournage de film d'époque. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est une vidéo en fait. Ça dure, je crois, 7 secondes à peu près. Il y a une autre vidéo qui est sortie il y a pas longtemps, mais je pense que c'est un fake, celle-là. Mais la première, non, elle est dans les rushs, tout simplement d'un film de Charlie Chaplin, qui est The Circus en fait. Et on voit nettement cette personne qui a la main à l'oreille, quoi. Alors, ce qu'on dit, c'est que c'était peut-être un appareil auditif de l'époque. Il y en avait qui avaient cette forme-là éventuellement. C'est quand même une sacrée coïncidence. Par contre, il est vrai que on peut se dire une chose, c'est que si cette personne-là, parce qu'il faut réfléchir sur le coup, si cette personne-là a un téléphone portable qu'on peut associer à un Samsung ou un iPhone ou peu importe, ça veut dire qu'il y a forcément quelqu'un d'autre qui en a un aussi. Ben oui, parce qu'il faut et puis surtout, il faut imaginer qu'il y a un réseau déjà. Exactement. Il y a forcément un réseau ou en tout cas quelque chose qui fait relais et une autre personne avec qui elle cause. Et là, ça pose problème parce que ça veut dire que s'il y a du téléphone portable à ce moment-là, là effectivement, on peut penser à des idées comme les ovnis, vous savez, un genre de vaisseau mère qui serait dans l'espace et qui ferait relais, quoi. Mais bon. Ou alors tout simplement une technologie militaire déjà qui existait et que certains pouvaient utiliser ou
voilà, on peut imaginer ça aussi. La personne n'est pas militaire, hein. C'est une grosse dame. Oui, mais on peut imaginer tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que, alors vous, en tant que romancier, on peut imaginer que ça peut être un espion. Charlie Chaplin avait été quand même très mis sur la tangente concernant ses opinions politiques. On peut imaginer qu'il y a plein de choses, hein, donc là-dessus. C'est vrai. On pourrait dire ça. Par contre, moi j'ai une hypothèse sur cette personne et c'est celle-là que je développe dans le livre. Ouais. Voilà. Bon, non, mais vous avez complètement raison, mais c'est vrai qu'en tout cas, ça permet de nous poser les questions et on va s'en poser jusqu'à minuit. Si vous pensiez que c'était uniquement dans votre tête, préparez-vous à découvrir la vérité. Tous les soirs, 21h minuit sur Ado. Bob vous dit toute la vérité. Continuum, un bouquin sorti en 2012, le livre de Victor de Guérande qui nous permet de parler du voyage dans le temps. Victor, alors quand on parle de voyage dans le temps, on est obligé de citer quelqu'un qui fait souvent mal à la tête, hein, quand même. Hein, c'est Einstein avec sa théorie de la relativité. Est-ce qu'on peut essayer de schématiquement essayer de comprendre? Ce cher Albert. La relativité, c'est à la fois simple et très compliqué, mais c'est un peu comme le temps finalement. Ça peut être simple et compliqué parce que en fait tout ça c'est un vaste sujet. Et si on prend par exemple le temps, le problème c'est que le temps est une notion tellement fondamentale qu'on ne peut la décrire que par lui-même, ou que par elle-même. C'est-à-dire que si je vous demande, Bob, de décrire le temps, vous allez forcément me donner une notion de durée ou une notion de succession de choses. Ou totalement. Voilà. Donc on va partir sur la relativité. La relativité d'Einstein, la plus simple image qu'on peut se faire de la relativité, c'est des vaches dans un pré et un train qui passe. Hein, c'est d'ailleurs ce qu'il a utilisé dans son bouquin la première fois pour la relativité restreinte. Donc en fait, vous êtes à une certaine vitesse dans un train. Si vous marchez dans le sens de la marche du train, vous allez aller donc à la vitesse du train plus la vitesse de votre marche. D'accord. Donc vous vous déplacez dans quelque chose qui se déplace lui-même. Bon. Bien sûr. Par contre, la vache qui est dans son pré, elle vous voit passer à quelle vitesse? Elle vous voit passer à la vitesse du train plus la vitesse de votre marche. Donc elle vous voit passer très très vite. Alors que vous, dans le train, vous vous déplacez pour vous-même qu'à la vitesse de votre marche. Bien sûr. Voilà, c'est ça qui fait que... c'est pour ça qu'on dit tout est relatif. Tout est relatif, et alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que tout est relatif finalement à soi-même. Et c'est là qu'on devient un petit peu, j'allais dire, ésotérique. C'est que le temps que nous expérimentons est un temps propre à soi. Ce qui veut dire que si vous parliez tout à l'heure du voyage à la vitesse de la lumière, là c'est la relativité qui s'applique totalement. À partir du moment où vous prenez un vaisseau spatial et vous démarrez de la Terre tranquillement, puis vous allez vous approcher de la vitesse de la lumière. Plus vous allez vous approcher de la vitesse de la lumière, plus vous allez comment je pourrais dire ça, vous allez ralentir, mais vous n'allez pas vous en rendre compte. Est-ce que je veux dire? Alors, je vous explique en deux mots, très simplement. Imaginons que là, à minuit, là, vous preniez un vaisseau, et puis vous partez dans ce vaisseau pendant 1 heure. Vous allez revenir dans 10 heures. Donc vous reviendrez à 10 heures du matin. Alors que pour vous n'en réveillez que d'1 heure. Oui, en fait c'est la vitesse de la lumière, c'est ça qui va faire qu'on sorte à un moment donné. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est pour ça que les astronautes ont de gros problèmes. C'est-à-dire qu'il faut trouver des mecs qui veuillent bien partir 10 ans dans l'espace à la vitesse de la lumière, mais quand ils reviennent finalement la Terre, elle, la vie est de 40 ans. Voilà. Même plus. Même plus. Voilà, c'est ça. Et le problème, c'est que... Mais ça, moi, j'arrive pas à m'expliquer. Alors, on va marquer une pause. On va essayer de l'expliquer dans un instant, parce que moi, ça me fait toujours mal à la tête, mais je trouve ça fascinant. C'est-à-dire que je me dis, putain, le mec, il se barre 10 ans, il revient. Les mecs, sa femme, elle a 70 piges. Il y a un truc... j'ai été volé quand même sur la marchandise. Allez, on se retrouve dans un instant avec Victor de Guérande. On parle du voyage dans le temps, c'est sur Ado. Voilà. Bob vous dit toute la vérité. Tous les soirs, de 21h à minuit sur Ado. Après, plus rien ne sera jamais pareil. Il était long. Il était très très long ce jingle-là. Victor de Guérande est avec moi. Alors Victor, donc je le disais, on parle
du voyage dans le temps, et donc on est obligé de parler de notre Albert Einstein qu'on adore. Jolie coupe de cheveux, cet Albert. Et il nous a pondu cette relativité quand même, qui est quand même très très dur à expliquer. Hein. C'est quand même pas simple, ça fait mal à la tête, mais je comprends toujours pas comment quelqu'un qui part à la vitesse de la lumière pendant 10 ans revient sur Terre alors que ses copains, qui avaient le même âge, ont vieilli de 50 ans. Alors, je vais te prendre une autre image. Ouais. Alors, on va beaucoup travailler avec des images ce soir. Ouais, vaut mieux parce que moi, s'il y a des images, je comprends. Voilà. Et puis, comme ça permet un petit peu le rêve comme il est tard. Donc, tu vois une portée musicale. Oui. Là que je te tutoie maintenant. Oui, mais il n'y a pas de problème, on y va sans aucun problème, Victor. Donc, tu prends une portée musicale. Sur une portée musicale, tu as des barres de mesure, oui. Régulièrement, et puis dans ces barres de mesure, on met plus ou moins de notes. Oui. D'accord ? Donc, on va dire que quelqu'un qui vit sur Terre, il aurait, on va dire, un battement à chaque mesure. Mm-hmm. D'accord ? Donc, toc, toc, toc. Quelqu'un qui est dans la fusée avant de partir, il va à cette même vitesse. Ouais. À partir du moment où il va partir et qu'il va partir, de toute façon, même pas forcément à la vitesse de la lumière. Hein. Déjà, la vitesse d'une fusée, c'est déjà pas mal, mais enfin bon. Dès qu'il sort de l'attraction terrestre, finalement. Même pas. Dès qu'il se déplace. C'est-à-dire même sur Terre, en fait. Même si tu te déplaces déjà, même quand tu vas en voiture, tu te décales un petit peu par rapport je dirais au battement initial, quoi. D'accord. Sauf que c'est vraiment infinitésimal. C'est des milliardièmes de milliardièmes de milliardièmes de secondes. Mais c'est quand même ça. Là, à partir du moment où tu t'approches de la vitesse de la lumière, ça devient de plus en plus, on va dire, visible. Ce qui fait que là où le battement de ta portée c'était tac, tac, toi tu vas commencer à faire tac, 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 entre les deux barres de mesure. Ce qui fait que là où une personne aura vécu, par exemple, 1 seconde, on aura vécu 10. D'accord. D'accord ? Ce qui fait que toi, finalement, pour toi, tu vas aller à la même vitesse. Oui. Mais le temps sur Terre va être beaucoup plus, va être beaucoup plus long. Tu vois ce que je veux dire ? C'est difficile. Il faut le ressentir. Je peux l'imaginer, mais je comprends pas pourquoi toujours. Tu vois ce que je veux dire, c'est que je le comprends. Hein. Enfin, j'arrive à l'admettre, mais je sais pas pourquoi le fait de me déplacer fait tac 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 tu vois, me fait accélérer. Tu vois ce que je veux dire, vivre plus vite, quoi. C'est ça qui est dingue. Voilà. Là c'est le mec de Centrale qui dit bon, lui il n'a pas été à l'école suffisamment, donc je dis voilà. Donc, on recommence. C'est vrai que je dirais que c'est quelque chose qu'il faut admettre, c'est que plus tu te déplaces rapidement, d'accord, plus ton temps propre ralentit. On va dire ça. Par rapport à l'univers. D'accord. Ok. Voilà. Bon, écoute, en tout cas, c'est quelque chose d'assez incroyable, et on imagine que quand on voit la photo de ce mec là qui est allé donc en 1947 à l'exposition, à l'inauguration de ce pont, et qui se retrouve avec des lunettes à la Batman, avec un t-shirt, des t-shirts imprimés comme ça en 1947. Il y en avait pas beaucoup. Je sais même pas si on avait encore inventé ça, mais dans tous les cas, c'est assez dingue. Alors, il y a aussi quelque chose où tu dis que la pensée n'est pas la même pour tous. Quand on parle du temps, du voyage dans le temps, tu dis ça. Oui. Alors là, c'est parce que pour Continuum, en fait, même pour autre chose avant. Dans Continuum, je parle d'une intelligence artificielle que j'ai créée réellement il y a une dizaine d'années. Pour faire cette intelligence artificielle là où les autres ont échoué, je me suis posé la question, je me suis dit je vais pas faire un programme comme on a l'habitude de faire. Je vais essayer de trouver, je dirais, quelque chose qui soit similaire à la pensée, et d'essayer de programmer ça. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce qui existe dans le monde qui est impalpable et qui aurait, je dirais, une quantification mathématique, on va dire ça comme ça. Et je me suis dit, je vais prendre le temps. Donc c'est pour ça que je me suis intéressé au temps, et c'est pour ça que donc je m'en suis servi pour élaborer ce qu'on pourrait appeler une pensée de synthèse. Alors, maintenant, le rapport dont tu me parlais avec la pensée, la pensée finalement, c'est véritable. Elle est assez, comment je pourrais dire, similaire au temps. Voilà, je vous explique pourquoi. On a combien de temps là devant nous là ? Oh non, c'est bon, t'as le temps. Ça marche. Alors, c'est tout simple.
Einstein a dit que le temps était une dimension, qui est la 4e dimension. C'est cela. D'accord, et dans laquelle on se déplacerait tout le temps. Bon. Or, je viens de vous dire que notre temps est propre à chacun. Donc tu as ton temps, Mathieu, Hélène, tout le monde, Elliot, moi, chacun a son temps propre. Sauf que on expérimente tous ce temps propre assez synchronisé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se retrouve, quoi. On est sur la même longueur de temps. Voilà, ouais, c'est un peu ça. Effectivement, c'est un peu comme la même longueur d'onde. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. C'est un petit peu comme des ordinateurs en réseau, oui, c'est ça, ouais. sont synchronisés avec l'ordinateur central. C'est un peu ça. La pensée, notre pensée est propre et elle n'est pas donc centralisée. Alors, je t'explique. Par exemple, pense à un bateau. Moi, je pense aussi à un bateau. L'auditeur qui nous écoute va penser à un bateau. Allez, pensons tous à ce bateau. Et la question que je vais te poser, c'est est-ce qu'on voit tous le même bateau? La réponse est non. Ben non. Voilà. Donc, étant donné qu'on voit pas tous le même bateau, ben notre pensée est propre, effectivement. Et si maintenant le bateau dont je viens de parler, on voyait tous le même. Ouais. Donc sous différents angles, parce que toi tu le vois peut-être vu de face, moi vu de profil, tout ça, quelqu'un d'autre vu du dessus et tout ça. À partir de ce moment-là, ça deviendrait une dimension. Parce que si notre pensée était commune à toute la race humaine, on va dire, eh bien, on pourrait se déplacer dedans et on pourrait indiquer, je dirais, des choses communes et en fait, ça serait un petit peu comme un univers virtuel. Ouais. Hein, les univers virtuels, c'est ça. On a notre écran. Quand on joue aux jeux vidéo en ligne, là, par exemple, en 3D, ben, on voit tous les mêmes objets finalement, mais sous différents angles, parce qu'ils sont là centralisés sur un serveur. Et donc tout ça pour dire que si notre pensée était commune, eh bien ça serait une dimension. Donc je pense personnellement que le temps n'est pas une dimension. Ah oui, carrément. Voilà, parce qu'il est propre à chacun et que finalement tu remets en cause Einstein, quoi. Bah non, parce que Einstein lui-même avait remis en cause Newton de par la relativité. Pour Newton, le temps était uniforme, immuable, choses comme ça. Einstein l'a remis en cause. Moi, je dirais, je remets pas en cause Einstein parce que de toute façon, c'est une vérité, c'est une vérité absolue. Par contre, quand on y réfléchit, Newton, ce qu'il a proposé marche toujours, quoi. En fait, finalement, on s'aperçoit que tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice. Et on essaie de comprendre. Tu sais que tu pues le prix Nobel, toi, quand même, hein, à force de réfléchir comme ça. Donc, tu sais, hein, c'est quand même assez incroyable. Alors, la question, bien sûr, qu'on a envie de se poser maintenant, à 23h24, c'est est-ce qu'on peut voyager dans le temps? Alors, est-ce qu'il faut absolument qu'on arrive à découvrir la possibilité d'aller à la vitesse de la lumière pour voyager dans le temps? Alors, pour se déplacer dans le temps, oui. Pour se déplacer dans le temps, il faut aller à la vitesse de la lumière. Alors pour moi, se déplacer dans le temps, c'est un voyage sans retour. Un déplacement, c'est un voyage sans retour. Voyager, ça serait aller et revenir. Donc, si on arrive effectivement à aller à la vitesse de la lumière, donc c'est pas encore gagné tout de suite, mais bon, donc je te passe le pourquoi du comment. On y est presque à la vitesse de la lumière. Hein, quand tu vois en Suisse là, sur l'anneau de CERN, je crois, c'est ça. Là, on arrive à faire balancer des particules qui sont proches de la vitesse de la lumière. Oui, mais c'est une particule, c'est pas un être humain. Hein. C'est vrai, mais on est constitué de particules. Certes, mais je te mets au défi d'aller dans l'accélérateur de particules. Non, pas tout de suite. Mais bon, c'est très mal. Hein, c'est un début, c'est quand même vachement bien. Oui, disons que le problème c'est que à partir du moment où d'ailleurs tu évoquais ça tout à l'heure, à partir du moment où tu envoies quelque chose qui a une masse à la vitesse de la lumière, sa masse devient infinie. Autrement dit, j'allais dire tu prends du poids d'un coup, mais tu deviens aussi massif que l'univers si tu t'approches de la vitesse de la lumière. Enfin, si tu l'atteins, disons. Mais c'est en fait le problème qu'il y a eu pour le projet Montauk, parce qu'on a fait une émission ici avec cette expérience de Tesla qui a fait disparaître un petit navire en bois, et puis ils ont essayé de le faire avec l'USS Eldridge, hein, et puis finalement ça s'est barré en couille un peu quand même. Hein, c'est-à-dire que autant le métal et tout a réussi à traverser, autant l'être humain, il a grillé, quoi.
Bah le métal ne souffre pas, donc lui on peut le porter à n'importe quelle vitesse, sauf que effectivement lui aussi il va devenir aussi massif que l'univers. Ce qui se passe, c'est que la lumière va à la vitesse d'elle-même, la vitesse de la lumière. Pourquoi ? Parce que elle, elle n'est pas, elle n'a pas de masse. Le photon, qui est le grain de lumière, n'a pas de masse. Donc, ce qui fait que il peut aller à sa vitesse, je dirais même peut-être même le dépasser, mais ça c'est pas prouvé. Donc dépasser sa propre vitesse, mais il n'a pas de masse, donc il va jamais, si vous voulez, il va jamais s'étendre à l'infini. Mais toi, tu dis qu'aller dans le futur, c'est facile. C'est jouable. De toute façon, on le fait tous déjà. Oui, et tu parlais tout à l'heure d'une chose très intéressante qui était le fait d'avoir un présent infini. C'est ça ? Oui. Finalement, c'est ça. Parce que est-ce qu'on va vraiment vers le futur ou est-ce que finalement on n'est pas toujours dans le présent ? Oui. Ah bah oui. Ouais. Parce que là maintenant on est dans le présent, mais il y a un quart d'heure quand on a commencé à parler, non, c'était il y a une demi-heure, on était dans le présent aussi. Oui, sauf que mais c'est devenu le passé. Oui. C'est devenu le passé, mais en fait on ne décolle pas du présent. Ouais. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans notre présent, on avance vers le futur. On est dans le futur. C'est ça qui est assez dingue. Parce qu'on vit, en fait, dans notre présent, on avance dans le futur. Puisque dans 2 minutes, là, il est 23h27, à 23h30, moi, j'avance vers le futur, là. Oui, mais à 23h30, tu seras dans le présent. Toujours dans le présent. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais. Parce que le futur, finalement, mais bon, j'aurais quand même une réponse à ta question, hein, je te rassure, sur la possibilité de voyage dans le temps. Mais pour philosopher un petit peu, si tu veux, à partir du moment où tu arrives à te projeter dans quelque chose, où ton cerveau arrive à penser, à te projeter dans quelque chose, ou à partir du moment où ton cerveau a des capacités à avoir des souvenirs, là, le temps existe. Si ton cerveau était purement instantané, c'est-à-dire qu'il oubliait instantanément ce qui vient de se passer à la seconde même, et qu'il ne savait pas se projeter dans l'avenir, tu serais dans un présent perpétuel. Ouais. Et tu t'ennuierais ferme, je pense. On se ferait chier. On se ferait chier. En tout cas, vous l'aurez compris, ce soir, on décortique le temps, on parle du voyage dans le temps. Et si votre futur était déjà notre présent ? Bob vous dit toute la vérité. Alors 3628 Véritado, si vous voulez réagir. Et justement, Victor, on va accueillir Romain qui nous a appelé et qui voulait te poser une question. Salut Romain. Salut, bonsoir tout le monde. Tu as quel âge Romain ? Tu nous appelles d'où ? Moi, de 66, les PO, j'ai 34 ans. D'accord, Pyrénées-Orientales, c'est ça. Alors dis-moi, quelle est ta question ? Voilà, est-ce qu'il existe vraiment un paradoxe temporel ? Qu'est-ce que tu appelles un paradoxe temporel ? Explique-moi, parce que j'ai déjà mal à la tête là. Voilà. On nous a toujours dit, depuis tout jeune, qu'il existe le paradoxe temporel, comme quoi on ne pourrait pas remonter le temps. Par exemple, si on remonte le temps et qu'on tue notre grand-père, on n'existe pas. Ou par exemple, on remonte dans le temps, je vais tuer Hitler. Vu que la plupart de l'humanité, enfin des gens vivants ici, sont nés par rapport à cette guerre et tout serait, voilà. Est-ce qu'il existe vraiment un paradoxe temporel, ou il y a une théorie qui parle de temps fantôme qui se rajoute et qui se lie au temps présent arrivé à un moment. Hyper intéressant. Hyper intéressant ça. Alors Victor, toi qui as fait des études, tu vas peut-être pouvoir nous expliquer. Il a raison Romain. C'est-à-dire qu'on se dit tous qu'aujourd'hui, quand on voit au nom de tous les massacres, on se dit mais on va éviter la Saint-Barthélemy, on va éviter parce que on va éviter la Seconde Guerre mondiale, la première, enfin tous les génocides, le génocide arménien, machin, tout ça, on va tout éviter. Mais finalement, est-ce qu'on a le droit de le faire déjà ? Parce que ça va engendrer, comme le dit Romain, tout un cataclysme. C'est-à-dire que moi, j'existerai peut-être pas, toi non plus, et Romain peut-être non plus, parce que finalement, c'est tout ce qui s'est passé. On est le résultat de tout ce qui s'est passé avant. Exactement. Bonsoir Romain. Oui, effectivement, le problème des paradoxes temporels, bon, déjà, à partir du moment où on remonte pas dans le passé, le problème se pose pas. Mais si on admet que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui ont pu modifier le passé, premièrement, on pourrait se dire déjà, est-ce que ce qui est arrivé n'est pas le fait justement de quelqu'un qui a modifié le passé ? Oui, alors ça c'est vrai. Deuxièmement, et tu l'as souligné très justement, est-ce que ça serait une bonne chose de modifier le passé ? Parce que malgré tout, la Deuxième Guerre mondiale était quelque chose d'atroce, d'affreux, de terrible.
Mais tout ce que l'on vit aujourd'hui, c'est aussi, ça a été beaucoup et découvert pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ça qui est dingue, et je suis sûr que si jamais on arrivait à découvrir la possibilité d'aller dans le temps, je suis persuadé que les autorités, en tout cas les scientifiques, interdiraient d'aller tuer Hitler. J'en suis persuadé. Ah bah là, c'est Time Cop avec. Ouais, c'est Time Cop. Alors c'est peut-être le seul film de bien qu'il a fait. Time Cop. Non mais c'est vrai, hein, Jean-Claude Van Damme. Si je vous conseille un film de Van Damme, c'est Time Cop. Il y en a fait un bien. Ouais, c'est juste sur son bien, il revient dans le passé pour éviter en fait de bad. En fait, il change le futur de ce qui. Voilà, c'est juste à ça. Ah, mais ça peut engendrer des choses pires en fait après. Mais oui, mais c'est ça le problème. La problématique, elle est là. Romain, qu'est-ce que tu penses de tout cela, toi? Est-ce que quel est ton sentiment là-dessus? Ça te perturbe? Non. Oui, c'est vrai. Moi, je suis un lecteur de Top Secret. D'accord, de Rock Sucker, ouais. Voilà, et Rock, il a une théorie. Enfin, on suit ces articles là, et justement, j'attends le prochain. Et voilà. Donc, je suis un peu à fond dedans. Et alors, c'est aux ovnis, quoi. J'ai aperçu des ovnis aussi. Et Romain, tu sauterais dans le voyage dans le temps si on te proposait d'aller dans le passé, tu irais? Oui, tout de suite. Ouais. Et dans le futur? Oh, dans le futur aussi, ouais. Aussi, d'accord, ok. Y a pas de problème. Bon. C'est un routard. Alors, si tu veux venir me passer, me prendre, il n'y a pas de souci. Bon. Écoute, en tout cas, merci d'avoir été avec nous ce soir, Romain, et d'avoir posé ta question. 3628 de Ditado. Pour passer à l'antenne. Appelez Bob au 3628 et Ditado. Des fois, je me demande si je parle français. C'est parce que t'as vu dans le futur, en fait. Non, parce que je viens de dire 3628. Et Mathieu, Victor me met un jingle 3628. Donc, finalement, je parle pour rien. Je vais passer, en fait. C'est le poisson rouge. Alors, tu sais que dans le futur, je sais ce que je vais en faire du Mathieu. On peut faire grossir dans l'univers. Voilà. Alors, aller dans le futur, facile. Est-ce que tu penses aujourd'hui qu'on tente des expériences? Pour aller dans le futur? Oui. Oh, probablement. De toute façon, tu as déjà des gens qui essayent ça. Tu as Ron Mallett, qui est un scientifique américain, avec qui je partage finalement la même histoire. Ce gars-là, en fait, a perdu son père très tôt, et s'est dit, je vais devenir physicien parce que je voudrais inventer une machine à voyager dans le temps. Moi, je suis pas physicien, je suis que romancier, mais l'idée est la même. Moi, j'ai voulu créer une intelligence artificielle, je dirais de nouvelle génération, parce que je me suis dit, de toute façon, c'est le genre de truc que personne ne trouvera. Je dirais aucun humain n'arrivera à trouver le voyage dans le temps. Ça demande trop de paramètres. Donc, je me suis dit, autant créer la chose qui trouvera la solution. Et donc, Ron Mallett, lui, part sur des choses très scientifiques. Il y a des documentaires, d'ailleurs, pas mal sur Internet, où là, je vais rentrer dans quelque chose de super compliqué, qui est la distorsion du temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu arrives à tordre le temps localement, mais alors là, pour concevoir ça, bonjour, allô, comme dirait Nabila. À partir du moment où tu arrives à tordre le temps, tu arrives à faire, on va dire, un micro trou de verre, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu arriverais peut-être à faire quelque chose. Et lui, avec les lasers, en fait, avec la lumière, toujours la chose qui revient, il arriverait, enfin, en tout cas, il fait des expériences pour ça. Alors, bouge pas, parce que la pub, on va se la prendre dans la gueule. Donc, je la vois arriver, ça, c'était le futur. On revient dans un instant, on marque une pause et on continue à parler du voyage dans le temps, parce que je te demanderai aussi comment faire, parce que c'est pas le tout d'avoir... Il y a un appareil, on se met dans une capsule, on part, tout ça déjà. Moi, je sais pas, donc on voyage dans le temps ce soir avec Victor de Guérande. Si vous pensiez que c'était uniquement dans votre tête, préparez-vous à découvrir la vérité. Tous les soirs, 21h minuit sur Ado. Bob vous dit toute la vérité. Le voyage dans le temps ce soir, voilà un joli sujet avec Victor de Guérande, auteur de Continuum, sorti en 2012. Il parle du voyage dans le temps, ce bouquin, et il est gratuit sur Internet, disponible en tapant quoi d'ailleurs, Victor, on fait quoi? Continuum tout simplement? Il suffit de taper mon nom, Victor de Guérande, et Continuum, juste après, et vous avez le site, donc victordeguérande.com, et le livre, il suffit de cliquer dessus et vous pouvez le télécharger directement en version e-pub, donc ça c'est pour les tablettes. D'accord. Et PDF, c'est au cas où vous souhaiteriez l'imprimer. D'accord, voilà, donc c'est gratuit pour vous. Le voyage dans le temps, je disais, est-ce que donc il y a des expériences qui sont tentées aujourd'hui? Tu me disais oui.
Oui, donc il y a Ron Mallett là, mais bon, lui, ce qu'il veut faire, c'est tordre, je dirais, le temps, mais d'une petite manière, c'est-à-dire, je dirais, c'est la taille d'une bouteille, quoi. Ouais. Donc on met pas encore un être humain là-dedans. Bon, en plus de ça, pour tordre le temps localement, avec des rayons laser, il faut quand même énormément de matériel. Et puis, faut que la théorie passe à la pratique. Et ça, c'est toujours une autre histoire, parce que théoriquement, on peut faire plein de choses. Je dirais que les mathématiques et la physique vont plus loin que ce qui est matériellement faisable, quoi. Alors justement, comment imaginer, alors, tu me dis on tord le temps à la taille d'une bouteille, mais cette bouteille on fait quoi, on le met où? Alors imagine demain, voilà, on tente une expérience pour aller dans le futur, on a trouvé le moyen d'aller dans le futur, on met le bonhomme, on fait quoi? C'est-à-dire que le mec qui va aller dans le futur, comment ça se passe concrètement? On le met dans un appareil, on le désintègre, on le réintègre, comment ça se passe? On le met dans une bouteille? Non. En fait, maintenant, il suffit que si Ron Mallett fait son expérience et il arrive à faire en sorte que ça fonctionne avec, je sais pas moi, une balle de tennis ou quelque chose comme ça. Après, il suffit de le faire en plus grand. Oui, mais c'est quoi? Il balance un rayon laser sur la balle de tennis, c'est ça? Non, faut imaginer. Comment je pourrais expliquer ça? Chaque rayon laser, un petit peu comme un fil en fait, qui entourerait quelque chose de circulaire. Le but, c'est de faire je dirais un mini trou noir, quoi. D'accord. Okay. On va dire ça comme ça, parce un espace-temps, c'est ça? Comment? Un espace-temps. L'espace-temps, c'est le nom de notre univers. Notre univers s'appelle l'espace-temps. Et en fait, un trou noir, qu'est-ce qu'il fait? Il est tellement massif qu'il se met à distordre le temps. Et c'est pour ça qu'en fait, je dirais, voyager à travers un trou noir, ça vous ferait voyager dans le temps. Sauf qu'on ne sait pas ce qu'on deviendrait. Peut-être que la pure information. Oui, mais on peut imaginer que les ovnis, par exemple, parce qu'on parle beaucoup d'ovnis ici, utilisent ces trous noirs pour voyager dans le temps et venir nous rendre visite. On peut tout imaginer. Par contre, on pourrait peut-être imaginer aussi que, clairement, pour moi, les extraterrestres existent. Parce qu'effectivement, il y a tellement, l'univers est tellement immense, et il y a tellement de possibilités qui seraient, comme dirait Carl Sagan dans Contact, ce serait quand même un beau gâchis d'espace s'il n'existait pas. Il y a de la place, hein. Il y a de la place. Par contre, le problème, c'est que peut-être que le voyage dans l'espace à de telles distances est peut-être tout simplement impossible. C'est-à-dire que le fait de voyager dans le temps serait possible localement, je dirais, localement à notre galaxie encore, c'est déjà énorme. Mais des voyages intergalactiques, faut quand même imaginer que si tu prends par exemple quelque chose qui se trouve à 700 années-lumière de nous, il est à 700 années-lumière. C'est-à-dire qu'il faut 700 ans en voyageant à la vitesse de la lumière, donc ce qui est déjà impossible. Mais imaginons qu'on y arrive. Mais déjà, le mec, il est mort. Déjà, il faut 700 ans. Techniquement, oui. Non, mais déjà, il est mort. Voilà. Déjà, le mec, il tient pas, parce que, même si on vit 100 ans, 120 ans, le mec, à un moment donné, il faut qu'il fasse des envions pendant le voyage, parce que sinon... Quand tu penses que si des extraterrestres existent, c'est ce que je pense, et qui sont à 700 années-lumière, ce qui est relativement pas beaucoup, quoi, et qui viennent vers nous, ça veut dire qu'il y a eu des générations d'extraterrestres, ou alors qui vivent déjà énormément de temps, mais ils doivent s'ennuyer ferme également dans leur vaisseau, pour venir nous voir, et en plus de ça, même pas se montrer. Très peu. Donc je dirais c'est forcément des voisins. Donc si extraterrestre il y a, moi ou alors ils arrivent à désintégrer et réintégrer. Enfin, tu sais, comme la désintégration, c'est-à-dire que quand tu vas, tu disparais complètement, tu dématérialises et tu rematérialises. Tu as des choses de la téléportation, quoi, tu vois. Voilà, t'as l'intrication quantique qui parle de ça, qui est un truc étonnant. Mais pareil, c'est comme avec le CERN, ça marche qu'avec une particule. L'intrication quantique, ça fait que si tu changes, on va dire je vais simplifier, donc ceux qui sont puristes, ils vont peut-être pas aimer, mais désolé. Si tu changes la polarité d'une particule, on va dire ici dans ton studio, comment dire, une particule intriquée, c'est-à-dire une particule qui est un petit peu le frère jumeau de celle qui est dans ton studio et qui se trouverait à des millions de kilomètres d'ici, va changer sa polarité aussi. D'accord. Donc plus vite que la lumière, c'est ça qui est étonnant.
C'est-à-dire que si tu changes la polarité d'un côté, elle va se changer instantanément de l'autre, sans qu'il y ait de notion de distance et de parcours de quoi que ce soit. Donc ça, la physique quantique permet pas mal de choses. Et moi qui suis un grand fan de l'émission, souvent il y a des réponses qui peuvent être données à des choses paranormales par la physique quantique. Bien sûr. J'en parlais dans la première heure, hein, c'est-à-dire que tout cela, moi je suis vachement, mais alors à fond sur cette théorie de plans vibratoires, de différentes dimensions, etc. Et je suis persuadé que ça explique beaucoup, et c'est beaucoup plus simple à mon sens que ce qu'on veut bien imaginer. En fait, c'est dur à expliquer, mais une fois qu'on a compris, c'est vraiment très simple. Tu as par exemple un autre phénomène de la physique quantique qui s'appelle la dualité onde-particule. Alors, je vais pas rentrer trop dans le détail de ça, mais c'est un truc de fou. Tu as un canon à photons et puis donc un canon à lumière qui va lancer des grains de lumière. Et puis devant ce canon, tu mets deux fentes. Deux fentes verticales, et puis tu mets un écran là-bas tout au bout. Bon, et puis allez, tu te mets à balancer de la lumière. Ce que tu t'attends à voir, c'est de fentes, on va dire, enfin pas de fentes, mais de rayons, enfin pas de rayons lumineux, mais de barres lumineuses sur l'écran. Exactement. Ça va. Bon, tu te dis maintenant, allez, je vais balancer les photons un par un. Donc, tranquillement, ils vont passer soit par une fente, soit par l'autre fente. Il n'y en a que deux. Et là, tu vas te retrouver avec une interférence d'onde. C'est-à-dire que sur l'écran, tu vas pas voir de barres, mais tu vas voir, je dirais, un petit peu comme s'il y avait eu une onde. Un peu, je vais pas dire comme de l'eau, mais pour simplifier, on va dire ça. Comme s'il y avait eu un rond dans l'eau, quoi. Comme un oscilloscope, là, voilà, le truc. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, tu te dis, mais c'est quand même bizarre, parce que ça veut dire qu'il y a eu une interférence entre les photons, alors qu'ils ont été tirés un par un. Donc, s'ils ont été tirés un par un, ils ne se sont pas entrechoqués. Alors pourquoi là-bas, sur l'écran tout au bout, on voit une interférence? Ça voudrait dire que le résultat de l'expérience est connu avant le début, quoi. Et ça, cette physique quantique, quand même, là, les scientifiques l'envisagent de plus en plus. C'est-à-dire que vraiment, on en entend parler, mais de plus en plus, quand même. Tout à fait. Et là, il y a un truc supplémentaire sur cette expérience qui est encore plus fascinant. C'est qu'à partir du moment où tu te dis, bon, ok, je vais mesurer, c'est-à-dire je vais regarder, je vais mettre juste à côté des fentes, là, je vais mettre quelque chose, un appareil, il va regarder par où passe le photon. Comme ça, je serais sûr de mon coup. Et bien, à partir du moment où tu mesures l'emplacement qui a été choisi par le photon, sur l'écran, tu ne vois plus une interférence d'onde, mais tu revois à nouveau deux barres. C'est juste un truc de malade. C'est-à-dire que la mesure, le fait de mesurer, on va dire d'observer, mais là, même si c'est un appareil, modifie le résultat de l'expérience. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est paranormal, mais pourtant c'est physique, c'est de la physique. Mais c'est ça, c'est de la physique, mais ça reste encore en tout cas paranormal. Voilà. Alors, bien sûr, le voyage dans le futur, tu m'as dit qu'il était envisageable. Une expérience a été faite également avec 2 horloges atomiques. Oui, dans des B-52. Début 52, c'est-à-dire que ça remonte quand même déjà. Ah oui, c'est des gros avions. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des horloges atomiques, on en a laissé une sur Terre, et puis on a fait faire le tour de la Terre avec une autre. Et celle qui est revenue donc de son voyage était désynchronisée de la première, mais vraiment très 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 légèrement. Mais néanmoins, il y avait une synchronisation. Donc j'imagine que les GPS. Parce que tu sais, on dit souvent à la radio, on dit souvent ma voix part à 36 000 km. C'est-à-dire que vous qui m'écoutez, en fait, vous m'écoutez avec un décalage. Ça, il faut le dire. C'est-à-dire que pendant que moi je parle là, vous allez avoir ma voix après. Elle n'arrive pas là. C'est du faux direct parce que. Et ceux qui écoutent en podcast, je te raconte même pas. Ah oui. Non mais c'est vrai que c'est toujours fascinant parce que ma voix, pendant que je parle, elle va dans les tuyaux, elle monte à la Tour Eiffel, ça part au satellite, ça redescend. Enfin, c'est juste incroyable. Alors, avec le net, c'est encore pire. Il y a toujours un décalage. Donc c'est ça qui est incroyable. Alors les GPS, c'est pareil. Quand tu conduis, en fait, le temps parce que si tu reçois l'information par le satellite, ils doivent se résynchroniser perpétuellement, non? Exactement. En plus de ça, eux, ils reçoivent la relativité en pleine face, un peu comme la pub chez toi, quoi. C'est que justement,
ils sont moins sujets à la force, à l'attraction terrestre, et en plus de ça, ils se déplacent en permanence. Donc, ils sont désynchronisés. Or, même un millième de seconde à une telle distance, ça fait une erreur d'angle qui fait que t'es dans le champ d'à côté au lieu d'être sur la route. Donc en fait, oui, effectivement, les GPS ont besoin d'être synchronisés en permanence. Donc ça prouve que même finalement un objet a son propre temps. Et c'est ça qui est curieux, c'est que finalement on a tous notre propre horloge en fait. On a tous notre propre horloge, et alors si on regarde vraiment très microscopiquement parlant, donc les particules qui composent par exemple un satellite, alors ça veut dire que chaque particule a son propre temps. Donc moi j'en suis arrivé à ça dans Continuum, mais là c'est une recherche personnelle, donc ça ne vaut que pour ce que j'en dis. C'est qu'en fait le temps serait quelque chose propre à chaque particule ou à chaque entité, et qu'il s'éloignerait de nous, comme des ronds dans l'eau. Alors je m'explique, par exemple, tu lances une pierre dans une mare toute lisse, parce qu'il n'y a absolument rien, il n'y a pas de vent et rien. Tu lances une pierre, quand la pierre va toucher l'eau, elle va commencer à faire des ronds dans l'eau. Des ondes. Donc une onde temporelle. Et donc chaque onde va s'éloigner de manière circulaire du centre. C'est vrai, c'est tombée la pierre. Bien sûr. Ma théorie, c'est que le temps serait comme une onde qui s'éloignerait de nous à la vitesse de la lumière. Et why not? Je te dis, ça sent le prix Nobel. Avec tes conneries, ça sent le prix Nobel. En tout cas, c'est dans le bouquin, et c'est une théorie intéressante. Bien sûr. Continuum, c'est téléchargeable. On a mis d'ailleurs le lien dans le fil de la discussion sur la page Facebook. Bob vous dit toute la vérité. Bob vous dit toute la vérité sur Ado 97.8 à Paris, 93.1 à Toulouse et sur adofm.fr. Alors, parmi les choses incroyables et les exemples, on va revenir à des choses très très compréhensibles par tous et très imagées. C'est-à-dire qu'on a ce fameux téléphone portable dans le film de Charlie Chaplin. On a ce mec sur le pont à l'inauguration du pont, qui en 1947 ressemble à un des frères Bogdanov. C'est-à-dire que c'est temps X. C'est temps X. C'est-à-dire que voilà, il a les lunettes, il a le t-shirt, il a le pull à capuche. C'est juste assez incroyable. Et on s'est aperçu que cette photo était une vraie. Elle est exposée à un musée. Donc c'est pas du fake, c'est vrai. Le téléphone portable, pareil, film de Charlie Chaplin. Alors on voit pas le téléphone quand même. Non, c'est suggéré. Voilà, c'est suggéré. On voit que la nana, elle fait comme si elle téléphonait, mais on peut imaginer peut-être qu'elle a un appareil auditif. Mais en même temps, est-ce qu'à cette époque-là, les appareils auditifs existaient? Donc on sait jamais. C'était des cornes. Ce que j'ai imaginé dans le bouquin, en fait, c'est que c'est encore une fois comme l'autre, c'est quelqu'un qui voulait se faire repérer, et qui voulait se faire repérer uniquement par des gens qui sauraient qu'un jour des téléphones portables existeraient. Oui, mais alors comment ils ont pu le savoir, ça? Si c'est un voyageur temporel, on va dire de notre époque, cette personne-là retourne dans le passé et simule le fait d'avoir un iPhone, excusez-moi, enfin un smartphone, on va pas citer de marque, à l'oreille. À partir de ce moment-là, pour les gens là-bas sur place, en tout cas à cette époque-là, ça veut rien dire de spécial, mais pour nous, qui savons ce qu'est un téléphone portable, on se dit mais qu'est-ce qu'elle a à l'oreille? Ce qui est génial, c'est que si on imagine ça, ça veut dire que c'est la grande manip. C'est-à-dire que les mecs vont dans le passé en disant, tu verras, un jour, ils vont s'apercevoir que j'avais un téléphone portable et que je venais du futur, finalement. Tu as ça, moi qui aime beaucoup les émissions où il y a Jacques Grimaud et Patrice Pouillard. Tu as ça, par exemple, avec le fameux hiéroglyphe, alors je sais plus dans quel temple il se trouve, où tu as carrément un tank. Tu as un hélicoptère. Tu as un land speeder de Star Wars. Oui, bien sûr, Non, ça c'est juste ça sur 60 cm. Et donc, dans la révélation des pyramides, on dit, ça peut être une coïncidence, parce qu'il y a deux hiéroglyphes qui se sont chevauchés, et avec le temps, c'est tombé. Il n'empêche qu'à notre époque, ça nous parle tout de suite. Donc, c'est quelque chose qui était dans une tombe. C'est quelque chose qui théoriquement donc est pas vu, mais qui est là, et que à notre époque, on voit. Ça veut dire que si quelqu'un l'a fait volontairement, il savait que à l'époque où il l'a fait, personne ne se rendrait compte de rien, parce que ça serait comme les autres hiéroglyphes perdus dans la masse, mais que nous on saurait tout de suite de quoi il retourne. Mais qu'un jour quelqu'un comprendrait. Exactement. C'est énorme.
C'est énorme. Ouais, je trouve ça fantastique parce que, alors là, pour le coup, mais ça nous emmène, mais alors super loin. C'est-à-dire que c'est genre, mais c'est en fait, finalement, c'est un peu même, c'est un peu l'explication pour les pyramides, pour les Mayas, etc. C'est-à-dire que ce sont des choses que à l'époque, les gens voyaient peut-être pas ça comme un message, mais aujourd'hui, les mecs se disent, un jour, les gens vont se poser la question et vont déchiffrer finalement le message qu'on a bien voulu leur laisser. Exactement. C'est dingue. On a par exemple, c'est aussi un thème central dans mon bouquin, c'est si tu as quelque chose qui pourrait faire toute une émission à lui tout seul, qui est le manuscrit de Voynich. Ah bah oui, on l'a abordé, abordé la semaine dernière avec Fred du forum au-delà du miroir. C'est juste incroyable parce que on n'a toujours pas réussi à déchiffrer ce manuscrit. Hein. Voilà. Et ça, c'est quelque chose donc qui est un message et qui est finalement un message à travers le temps. Mmh. Puisque c'est quelque chose qui, depuis qu'il a été écrit, n'a jamais été déchiffré. Ouais. Et peut-être qu'un jour, dans 100 ans, 200 ans, quelqu'un arrivera à le déchiffrer, ce message. Exactement. Exactement. Et celui qui arrivera à le déchiffrer comprendra, enfin, sera le premier à pouvoir lire quelque chose qui a été écrit en 1406, je crois. Ouais, c'est ça. C'est juste un truc de dingue. Donc, cela dit, on reproduit la même chose parce qu'il y a des endroits, je sais qu'à l'aéroport de Denver, on a comme ça un message pour les générations futures. On a aussi des choses que les humains d'aujourd'hui laissent comme message. Oui, ça s'appelle les time capsules. Ouais, c'est ça. On peut tous le faire. Hein. Vous prenez, vous faites un message pas trop mal. Vous faites. Alors après, vous essayez de faire des dessins ou des choses comme ça. Vous pouvez faire un DVD, mais le problème, c'est que les gens du futur pourront peut-être pas lire parce qu'ils n'auront pas le lecteur qui va bien. Oui, puis ça s'altère avec le temps malgré tout, même le DVD. Exactement, mais même si on met une clé USB, je veux dire, après, il faut le lecteur pour le lire. Donc un message écrit, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Mais pareil, le papier peut se détruire. Donc là, faut graver. Sur de la pierre, si ça vous rappelle quelque chose. Il y en a qui l'ont fait. Hein. Mais en tout cas, vous pouvez faire ça très simplement. Vous enterrez ça très profondément dans votre jardin en espérant qu'il n'y ait pas un parking qui soit construit là dans 100 ans. Et les générations futures, voire même éventuellement des extraterrestres arrivant dans des milliers d'années sur une terre désertique, arriveront à retrouver votre time capsule. Maintenant, arriveront-ils à comprendre ce qui est marqué dessus? Le problème, c'est qu'on ne saura pas si elle a été trouvée. C'est ça qui est chiant. C'est angoissant. C'est ça le problème, c'est que on laisse le message, mais on ne sait pas s'il sera lu un jour. Donc ça, c'est la grande problème. C'est chiant la mort, hein, finalement. Donc voilà, c'est ça. Ça ne devrait pas exister. Hein. Ça ne devrait pas exister. Ce sera un gros bordel. Hein. Déjà que ça l'est là aujourd'hui. Donc, mais ce qui est incroyable dans le process du mec qui laisse ses hiéroglyphes, donc dans les pyramides, avec le tank, l'hélicoptère, etc. Ça veut dire que on peut imaginer que ce mec était à notre époque aujourd'hui, ou même dans le futur, parce qu'on peut imaginer que le futur est déjà écrit, et que des gens le vivent. Et que, si on imagine qu'il y a plusieurs plans vibratoires, etc., on peut imaginer que des gens déjà vivent dans le futur. Ce mec-là, alors peut-être, on imagine que dans le futur, ils aient déjà trouvé la possibilité d'aller dans le passé. Vous voyagez dans le temps. Attends, je prends des notes pour mon prochain tome. Hein. Non, oui. On peut imaginer finalement que dans le futur, ces mecs ont déjà trouvé le process pour aller et venir dans le temps. Tout d'un coup, ils sont téléportés à l'époque des pyramides. Pendant la construction, le mec qui faisait les hiéroglyphes était un voyageur dans le temps. Il a écrit cette hiéroglyphe et s'est dit, hop, je repars dans le passé et un jour quelqu'un va le déchiffrer. Voilà. C'est juste un truc de malade. C'est Jacques Grimaud. Et Jacques Grimaud l'a déchiffré. Non, mais c'est juste un truc de fou. Mais moi, je trouve ça fascinant. C'est fascinant, ça, Victor. C'est juste un truc de fou, quoi, le temps, finalement. Ah, bah oui, mais le pire, c'est que tu trouves d'autres exemples. Là, récemment, alors j'ai pas pu vérifier si c'était un fake ou pas, mais tu as, je crois, une pierre qui a été retrouvée, et sur laquelle seraient gravées des choses qui sont dans Voyageur 1. Voyageur 1, je crois que c'est une sonde qui a été, je crois pas, je suis sûr, c'est une sonde qui a été envoyée. Par contre, je crois que c'est en 75, ou dans les années 70 en tout cas, et qui maintenant a dépassé le système solaire et qui s'en va vers l'univers espace infini, comme dirait Star Trek. Et donc dessus, sur Voyageur 1, il y a théoriquement gravé l'homme, la femme, la position de... non pas de l'homme, la femme, mais par contre la position de la Terre dans le système solaire et tout ça. Eh bien, il y aurait une pierre qui aurait été retrouvée sur Terre, sur laquelle serait à peu près gravé la même chose.
Alors j'ai pas vérifié si c'était un fake, donc ça c'en est peut-être un, je ne sais pas, mais j'ai vu passer ça il y a 15 jours. Alors Voyageur 1 c'est 1977 quand même. Hein, voilà, c'est ça. Et maintenant bon c'est au-delà du système solaire, ça a dépassé Pluton. Oui bien sûr. Donc. Est-ce qu'on est en contact toujours avec cette sonde ou pas du tout? Je ne sais pas, mais je pense que oui. Putain, c'est loin quand même, donc. Je pense que oui, mais disons que quand on lui dit coucou, elle doit mettre des mois avant de dire salut. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, en fait, ceux qui vont avoir le message de cette sonde, ce sont nos petits enfants. Hein. Oui, ou peut-être la retrouveront-ils jamais. Tu as dans Star Trek, je crois que c'était le tout premier Star Trek au cinéma, tu avais quelque chose qui était pas mal, qui était où l'ennemi s'appelait Vidger. Et Vidger, en fait, c'était Voyager, c'était la sonde qui était devenue intelligente. Ah ben voilà, d'accord. Donc, et qui revenait vers la Terre parce qu'elle avait la carte ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est assez vieux. J'ai trouvé la clé. Mais bon, ce qui est étonnant, c'est que si on retrouve ce schéma gravé dans une pierre, ça c'est pas très logique non plus, parce que ça a été fait donc en 77. Le schéma, ça n'a pas été fait à l'époque des cavernes. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, tout ça c'est des choses curieuses. Et il y a ce qui est curieux aussi. On peut imaginer un mec comme Jules Verne. Est-ce qu'il lui n'est pas allé dans le futur pour voir ce qui s'y passait et est revenu dans le passé à son époque, à son présent et a écrit ce qu'il a écrit? Oui, même H.G. Wells, qui a écrit la machine à explorer le temps. D'ailleurs, il y a un petit téléfilm pas mal du tout qui s'appelle C'était demain, où tu as H.G. Wells comme ça qui arrive en 77 justement et qui se rend compte du futur et il pourchasse Jack l'Éventreur dans Los Angeles. Oui, en fait, tu as des grands visionnaires comme ça qui ont prévu des choses. H.G. Wells avec tout ce qui était les guerres, choses comme ça. Ouais. Tu as à l'époque de Jules Verne, les sous-marins étaient absolument incapables d'être le Nautilus. Et bien sûr. Et il a quand même prévu ça. Et il a quand même inventé le scaphandre, alors que c'est Cousteau qui lui l'a inventé réellement pour la première fois. Exactement. Mais tu pars même dans des temps bien plus anciens. Tu as Roger Bacon qui est censé, qui pourrait être censé être celui qui a écrit le Voynich. Mais c'est pas sûr du tout. Ce sont des gens, lui, ou Athanasius Kircher, qui étaient des gens très très lettrés. Donc c'était dans les années 1400 et ces eaux-là, qui ont eu, on va dire, des visions du futur. Ouais. Kircher, par exemple, a décrit ce que pourrait être le cinéma moderne. Ouais. En 1400. Il y a des mecs, soit ils avaient quelqu'un qui leur balançait des informations dans le cerveau, soit il y a un truc qui s'est passé quand même. Il y a eu des failles qui se sont croisées, il y a des mecs qui ont vu des choses, quoi. Donc, et puis il y a le fait aussi que. Rappelle-toi Vinci, l'hélicoptère, quand même. Oui, Vinci c'était un génie, mais remarque les autres aussi. Mais c'est. Après, il peut y avoir des coïncidences, d'accord, ou la synchronicité, synchronicité dans le temps, comme ça, c'est un petit peu la synchronicité différée à grande échelle. Mais après, tu peux avoir aussi, je dirais, des visites de voyageurs. C'est-à-dire que ces gens-là ont peut-être pas voyagé, mais ils ont peut-être reçu la visite de quelqu'un. Et on avait fait une émission, je me souviens, sur le Titanic également, le bouquin qui a été écrit 1 an avant. C'est vrai, oui. Et on avait fait l'émission, c'était au tout début de la saison, où en fait, il y a le même nombre de personnages dans l'orchestre, etc., le même nombre de morts. Enfin, c'est juste un truc de malade. Et alors que le mec ne savait même pas, et le Titanic n'avait même pas été construit. C'est-à-dire que c'est un truc de fou. En tout cas, Victor, on va être obligé de se quitter parce que il est minuit, faut que j'aille coucher les gosses, tu sais ce que c'est. Donc, je voudrais te remercier d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que Continuum est sorti en 2012. C'est ton livre. Il est disponible gratuitement sur Internet. On a mis un lien sur la page Facebook dans le film de la discussion où il y a l'horloge. Donc, c'est pas compliqué. Merci Victor, à bientôt. Je vais rentrer dans quelque chose de super compliqué qui est la distorsion du temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu arrives à tordre le temps localement, mais alors là, pour concevoir ça, bonjour, allô, comme dirait Nabila,
à partir du moment où tu arrives à tordre le temps, tu arrives à faire, on va dire, allez, un micro trou de verre, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu arriverais peut-être à faire quelque chose. Et lui, avec les lasers, en fait, avec la lumière, hein, toujours la chose qui revient, il arriverait, enfin, en tout cas, il fait des expériences pour ça. Alors, bouge pas, parce que la pub, on va se la prendre dans la gueule. Donc, je la vois arriver, ça, c'était le futur. Hein. On revient dans un instant, on marque une pause et on continue à parler du voyage dans le temps, parce que je te demanderai aussi comment faire. Parce que c'est pas le tout il y a un appareil, on se met dans une capsule, on part, tout ça déjà. Moi je sais pas, donc on voyage dans le temps ce soir avec Victor de Guérande. Si vous pensiez que c'était uniquement dans votre tête, préparez-vous à découvrir la vérité. Tous les soirs, 21h minuit sur Ado. Bob vous dit toute la vérité. Le voyage dans le temps ce soir, voilà un joli sujet avec Victor de Guérande, auteur de Continuum, sorti en 2012. Il parle du voyage dans le temps, ce bouquin, et il est gratuit sur Internet, disponible en tapant quoi d'ailleurs, Victor, on fait quoi? Continuum tout simplement? Il suffit de taper mon nom, Victor de Guérande et Continuum, juste après, et vous avez le site, donc victordeguérande.com. Et le livre, il suffit de cliquer dessus et vous pouvez le télécharger directement en version e-pub, donc ça c'est pour les tablettes. D'accord. Et PDF, c'est au cas où vous souhaiteriez l'imprimer. D'accord, voilà, donc c'est gratuit pour vous. Le voyage dans le temps, je disais, est-ce que donc il y a des expériences qui sont tentées aujourd'hui? Tu me disais oui. Oui, donc il y a Ron Mallett là, mais lui, ce qu'il veut faire, c'est tordre, je dirais, le temps, mais d'une petite manière, c'est-à-dire, je dirais, c'est la taille d'une bouteille, quoi. Ouais. Donc on n'est pas encore un être humain là-dedans. Bon, en plus de ça, pour tordre le temps localement, avec des rayons laser, il faut quand même énormément de matériel. Et puis, faut que la théorie passe à la pratique. Et ça, c'est toujours une autre histoire, parce que théoriquement, on peut faire plein de choses. Je dirais que les mathématiques et la physique vont plus loin que ce qui est matériellement faisable, quoi. Alors justement, comment imaginer, tu me dis on tord le temps à la taille d'une bouteille, mais cette bouteille on fait quoi, on le met où? Alors imagine demain, voilà, on tente une expérience pour aller dans le futur, on a trouvé le moyen d'aller dans le futur, on met le bonhomme, on fait quoi? C'est-à-dire que le mec qui va aller dans le futur, comment ça se passe concrètement? On le met dans un appareil, on le désintègre, on le réintègre, comment ça se passe? On le met dans une bouteille? Non. En fait, maintenant, il suffit que si Ron Mallett fait son expérience et il arrive à faire en sorte que ça fonctionne avec, je sais pas moi, une balle de tennis ou quelque chose comme ça. Ouais. Après, il suffit de le faire en plus grand. Oui, mais c'est quoi? Il balance un rayon laser sur la balle de tennis, c'est ça? Non, faut imaginer. Comment je pourrais expliquer ça? Chaque rayon laser, un petit peu comme un fil en fait, qui entourerait quelque chose de circulaire. Le but, c'est de faire je dirais un mini trou noir, quoi. D'accord. Okay. On va dire ça comme ça, parce un espace-temps, c'est ça? Comment? Un espace-temps. L'espace-temps, c'est le nom de notre univers. Notre univers s'appelle l'espace-temps. Et en fait, un trou noir, qu'est-ce qu'il fait? Il est tellement massif qu'il se met à distordre le temps. Et c'est pour ça qu'en fait, je dirais voyager à travers un trou noir, ça vous ferait voyager dans le temps. Sauf qu'on ne sait pas ce qu'on deviendrait. Peut-être de la pure information. Oui, mais on peut imaginer que les ovnis, par exemple, parce qu'on parle beaucoup d'ovnis ici, utilisent ces trous noirs pour voyager dans le temps et venir nous rendre visite. On peut tout imaginer. Par contre, on pourrait peut-être imaginer aussi que, clairement, pour moi, les extraterrestres existent. Parce qu'effectivement, il y a tellement, l'univers est tellement immense, et il y a tellement de possibilités qui seraient, comme dirait Carl Sagan dans Contact, ce serait quand même un beau gâchis d'espace s'il n'existait pas. Il y a de la place, hein. Il y a de la place. Par contre, le problème, c'est que peut-être que le voyage dans l'espace à de telles distances est peut-être tout simplement impossible. C'est-à-dire que le fait de voyager dans le temps serait possible localement, je dirais, localement à notre galaxie encore, c'est déjà énorme. Mais des voyages intergalactiques, faut quand même imaginer que si tu prends par exemple quelque chose qui se trouve à 700 années-lumière de nous, il est à 700 années-lumière, c'est-à-dire qu'il faut 700 ans en voyageant à la vitesse de la lumière, donc ce qui est déjà impossible. Mais imaginons qu'on y arrive. Mais déjà le mec il est mort. Déjà, faut 700 ans. Techniquement, oui. Non mais déjà il est mort.
Voilà. Déjà, le mec, il tient pas, parce que, allez, même si on vit 100 ans, 120 ans, Max, oui, voilà. le mec, à un moment donné, il faut qu'il fasse des envions pendant le voyage, hein, parce Voilà. que sinon... Quand tu penses que si des extraterrestres existent, c'est ce que je pense, et qui sont à 700 années-lumière, ce qui est relativement pas beaucoup, quoi, et qui viennent vers nous, ça veut dire qu'il y a eu des générations d'extraterrestres, ou alors qui vivent déjà énormément de temps, mais ils doivent s'ennuyer ferme également dans leur vaisseau, pour venir nous voir, et en plus de ça, même pas se montrer. Très peu. Donc je dirais que c'est forcément des voisins. Donc si extraterrestre il y a, moi je Ou alors, ils arrivent à désintégrer et réintégrer. Enfin, tu sais, comme la désintégration, c'est-à-dire que quand tu vas, tu disparais complètement, tu dématérialises et tu rematérialises. Bah, tu as des choses la téléportation, quoi, tu vois. Voilà, t'as l'intrication quantique qui parle de ça, qui est un truc étonnant. Mais pareil, c'est comme avec le CERN, ça marche qu'avec une particule. L'intrication quantique, ça fait que si tu changes, on va dire je vais simplifier, hein, donc ceux qui sont puristes, ils vont peut-être pas aimer, mais désolé. Si tu changes la polarité d'une particule, on va dire ici dans ton studio, eh bien, comment dire, une particule intriquée, c'est-à-dire une particule qui est un petit peu le frère jumeau de celle qui est dans ton studio et qui se trouverait à des millions de kilomètres d'ici, va changer sa polarité aussi. D'accord. Donc plus vite que la lumière, c'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire que si tu changes la polarité d'un côté, elle va se changer instantanément de l'autre, sans qu'il y ait de notion de distance et de parcours de quoi que ce soit. Donc ça, la physique quantique permet pas mal de choses. Et moi qui suis un grand fan de l'émission, souvent il y a des réponses qui peuvent être données à des choses paranormales par la physique quantique. Bien sûr. J'en parlais dans la première heure, hein, c'est-à-dire que tout cela, moi je suis vachement, mais non, à fond sur cette théorie de plans vibratoires, de différentes dimensions, etc. Et je suis persuadé que ça explique beaucoup, et c'est beaucoup plus simple à mon sens que ce qu'on veut bien imaginer. Bah en fait c'est dur à expliquer, mais c'est ça. Compris, c'est vraiment très, très simple. Tu as par exemple un autre phénomène de la physique quantique qui s'appelle la dualité onde-particule. Alors je vais pas rentrer trop dans le détail de ça, mais c'est un truc de fou. Tu as un canon à photons et puis donc un canon à lumière qui va lancer des grains de lumière. Et puis devant ce canon, tu mets deux fentes. Deux fentes verticales, et puis tu mets un écran là-bas tout au bout. Bon. Et puis, allez, tu te mets à balancer de la lumière. Ce que tu t'attends à voir, c'est de fentes, on va dire, enfin pas de fentes, mais de rayons, enfin pas de rayons lumineux, mais de barres lumineuses sur l'écran. Exactement. Ça va. Bon. Tu te dis maintenant, allez, je vais balancer les photons un par un. Donc, tranquillement, ils vont passer soit par une fente, soit par l'autre fente. Il n'y en a que deux. Et là, tu vas te retrouver avec une interférence d'onde. C'est-à-dire que sur l'écran, tu vas pas voir de barres, mais tu vas voir, je dirais, un petit peu comme s'il y avait eu une onde. Un peu, je vais pas dire comme de l'eau, mais pour simplifier, on va dire ça. Comme s'il y avait eu un rond dans l'eau, quoi. Comme un oscilloscope, là, voilà, le truc. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est ça. Donc, tu te dis, mais c'est quand même bizarre, parce que ça veut dire qu'il y a eu une interférence entre les photons, alors qu'ils ont été tirés un par un. Donc, s'ils ont été tirés un par un, ils ne se sont pas entrechoqués. Alors pourquoi là-bas, sur l'écran tout au bout, on voit une interférence? Ça voudrait dire que le résultat de l'expérience est connu avant le début, quoi. Et ça, cette physique quantique, quand même, c'est un voyage sans retour. Un déplacement, c'est un voyage sans retour. Voyager, ça serait aller et revenir. Donc, si on arrive effectivement à aller à la vitesse de la lumière, donc c'est pas encore gagné tout de suite, mais bon, donc je te passe le pourquoi du comment. On y est presque à la vitesse de la lumière. Hein. Quand tu vois en Suisse là, sur l'anneau de CERN, je crois, c'est ça. Là, on arrive à faire balancer des particules qui sont proches de la vitesse de la lumière. Mais c'est une particule, c'est pas un être humain. Hein. C'est vrai, mais on est constitué de particules. Certes, mais je te mets au défi d'aller dans l'accélérateur de particules. Non, pas tout de suite. Mais bon, c'est très mal. Hein. C'est un début, c'est quand même vachement bien. Oui. Disons que le problème, c'est que à partir du moment où d'ailleurs tu évoquais ça tout à l'heure, à partir du moment où tu envoies quelque chose qui a une masse à la vitesse de la lumière, sa masse devient infinie.
Autrement dit, j'allais dire tu prends du poids d'un coup, mais tu deviens aussi massif que l'univers si tu t'approches de la vitesse de la lumière. Enfin, si tu l'atteins, disons. Mais c'est en fait le problème qu'il y a eu pour le projet Montauk, parce qu'on a fait une émission ici avec cette expérience de Tesla qui a fait disparaître un petit navire en bois, et puis ils ont essayé de le faire avec l'USS Eldridge, et puis finalement ça s'est barré en couille un peu quand même. C'est-à-dire que autant le métal et tout a réussi à traverser, autant l'être humain il avait mal. Il a grillé quoi. Bah le métal ne souffre pas, donc lui on peut le porter à n'importe quelle vitesse, sauf que effectivement lui aussi il va devenir aussi massif que l'univers. Ce qui se passe, c'est que la lumière va à la vitesse d'elle-même, la vitesse de la lumière. Pourquoi ? Parce que elle, elle n'est pas, elle n'a pas de masse. Le photon, qui est le grain de lumière, n'a pas de masse. Donc ce qui fait que il peut aller à sa vitesse, je dirais même peut-être même le dépasser, mais ça c'est pas prouvé. Donc dépasser sa propre vitesse, mais il n'a pas de masse, donc il va jamais, si vous voulez, il va jamais s'étendre à l'infini. Mais toi tu dis qu'aller dans le futur c'est facile. C'est jouable. De toute façon, on le fait tous déjà. Oui, et tu parlais tout à l'heure d'une chose très intéressante qui était le fait d'avoir un présent infini. C'est ça ? Oui. Finalement, c'est ça. Parce que est-ce qu'on va vraiment vers le futur, ou est-ce que finalement on n'est pas toujours dans le présent ? Oui. Ah bah oui. Ouais. Parce que là maintenant on est dans le présent, mais il y a un quart d'heure quand on a commencé à parler, non c'était il y a une demi-heure, on était dans le présent aussi. Oui, sauf que mais c'est devenu le passé. Oui. C'est devenu le passé, mais en fait on ne décolle pas du présent. Ouais. Mais en fait ce qui est intéressant, c'est que dans notre présent on avance vers le futur. On est dans le futur. C'est ça qui est assez dingue. Parce qu'on vit, en fait, dans notre présent, on avance dans le futur. Puisque dans 2 minutes, là, il est 23h27, à 23h30, moi, j'avance vers le futur, là. Oui, mais à 23h30, tu seras dans le présent. Toujours dans le présent. Ouais, c'est assez incroyable. Oui. Ouais. Parce que le futur, finalement, mais bon, j'aurais quand même une réponse à ta question, hein, je te rassure, sur la possibilité de voyage dans le temps. Mais pour philosopher un petit peu, si tu veux, à partir du moment où tu arrives à te projeter dans quelque chose, où ton cerveau arrive à penser, à te projeter dans quelque chose, ou à partir du moment où ton cerveau a des capacités à avoir des souvenirs, là, le temps existe. Si ton cerveau était purement instantané, c'est-à-dire qu'il oubliait instantanément ce qui vient de se passer à la seconde même, et qu'il ne savait pas se projeter dans l'avenir, tu serais dans un présent perpétuel. Et tu t'ennuierais ferme, je pense. On se ferait chier. On se ferait chier. Les poissons, en fait. En tout cas, vous l'aurez compris, ce soir, on décortique le temps, on parle du voyage dans le temps. Et si votre futur était déjà notre présent ? Bob vous dit toute la vérité. Alors 36-28, vous dites ado si vous voulez réagir. Et justement, Victor, on va accueillir Romain qui nous a appelé et qui voulait te poser une question. Salut Romain. Salut, bonsoir tout le monde. Tu as quel âge Romain? Tu nous appelles d'où? Moi, de 66, les PO, j'ai 34 ans. D'accord, Pyrénées-Orientales, c'est ça? Alors dis-moi, quelle est ta question? Voilà, est-ce qu'il existe vraiment un paradoxe temporel? Qu'est-ce que tu appelles un paradoxe temporel? Explique-moi, parce que j'ai déjà mal à la tête là. Voilà. On nous a toujours dit, depuis tout jeune, qu'il existe le paradoxe temporel, comme quoi on ne pourrait pas remonter le temps. Par exemple, si on remonte le temps et qu'on tue notre grand-père, on n'existe pas. Ou par exemple, on remonte dans le temps, je vais tuer Hitler. Vu que la plupart de l'humanité, enfin des gens vivants ici, sont nés par rapport à cette guerre et tout serait, voilà. Est-ce qu'il existe vraiment un paradoxe temporel, ou il y a une théorie qui parle de temps fantôme qui se rajoute et qui se lie au temps présent arrivé à un moment. Hyper intéressant. Hyper intéressant ça. Alors, Victor, toi qui as fait des études, tu vas peut-être pouvoir nous expliquer. Il a raison, Romain. C'est-à-dire qu'on se dit tous qu'aujourd'hui, quand on voit au nom de tous les massacres, on se dit mais on va éviter la Saint-Barthélemy, on va éviter parce que on va éviter la Seconde Guerre mondiale, la première, enfin tous les génocides, le génocide arménien, machin, tout ça, on va tout éviter. Mais finalement, est-ce qu'on a le droit de le faire déjà? Parce que ça va engendrer, comme le dit Romain, tout un cataclysme. C'est-à-dire que moi, j'existerai peut-être pas, toi non plus, et Romain peut-être non plus, parce que finalement, c'est tout ce qui s'est passé. On est le résultat de tout ce qui s'est passé avant. Exactement. Bonsoir Romain. Oui, effectivement, le problème des paradoxes temporels, bon, déjà, à partir du moment où on remonte pas dans le passé, le problème se pose pas. Mais si on admet que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui ont pu modifier le passé, premièrement, on pourrait se dire déjà, est-ce que
ce qui est arrivé n'est pas le fait justement de quelqu'un qui a modifié le passé. Eh oui, alors ça c'est vrai. Deuxièmement, et tu l'as souligné très justement, est-ce que ça serait une bonne chose de modifier le passé? Parce que malgré tout, la Deuxième Guerre mondiale était quelque chose d'atroce, d'affreux, de terrible. Mais tout ce que l'on vit aujourd'hui, c'est aussi, ça a été beaucoup et découvert pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ça qui est dingue, et je suis sûr que si jamais on arrivait à découvrir la possibilité d'aller dans le temps, je suis persuadé que les autorités, en tout cas les scientifiques, interdiraient d'aller tuer Hitler. J'en suis persuadé. Ah bah là, c'est Time Cop avec. Ouais, c'est Time Cop. Alors c'est peut-être le seul film de bien qu'il a fait. Time Cop. Non mais c'est vrai, hein, Jean-Claude Van Damme. Si je vous conseille un film de Van Damme, c'est Time Cop. Il y en a fait un bien. Ouais, c'est juste que bien, il revient dans le passé pour éviter en fait de bad. En fait, il change le futur de ce qui. Voilà, c'est juste à ça. Mais ça peut engendrer des choses pires en fait après. Mais oui, mais c'est ça le problème. La problématique, elle est là. Romain, qu'est-ce que tu penses de tout cela, toi? Quel est ton sentiment là-dessus? Ça te perturbe? Non. Oui, c'est vrai. Moi, je suis un lecteur de Top Secret. D'accord, de Rock Secret, ouais. Voilà, et Rock, il a une théorie. Enfin, on suit ses articles là, et justement, j'attends le prochain. Et voilà. Donc, je suis un peu à fond dedans. Et alors, aussi aux ovnis, quoi. J'ai aperçu des ovnis aussi. Et Romain, tu sauterais dans le voyage dans le temps si on te proposait d'aller dans le passé, tu irais? Oui, tout de suite. Ouais. Et dans le futur? Dans le futur aussi, ouais. Aussi, d'accord, ok. Il n'y a pas de problème. Bon. C'est un routard. Alors, tu peux venir me passer, me prendre, il n'y a pas de souci. Bon. Écoute, en tout cas, merci d'avoir été avec nous ce soir, Romain, et d'avoir posé ta question. 3628, vous dites ado. Pour passer à l'antenne. Appelez Bob au 3628 et dites ado. Des fois, je me demande si je parle français. C'est parce que t'as vu dans le futur, en fait. Non, parce que je viens de dire 3628. Et Mathieu, Victor me met un jingle 3628. Donc, finalement, je parle pour rien. Je vais passer, en fait. C'est le poisson rouge. Alors, tu sais que dans le futur, je sais ce que je vais en faire du Mathieu. On peut faire grossir dans l'univers. Voilà. Alors, aller dans le futur, facile. Est-ce que tu penses aujourd'hui qu'on tente des expériences? Pour aller dans le futur? Oui. Oh, probablement. De toute façon, tu as déjà des gens qui essayent ça. Tu as Ron Mallett, qui est un scientifique américain, avec qui je partage finalement la même histoire. Ce gars-là, en fait, a perdu son père très tôt, et s'est dit je vais devenir physicien parce que je voudrais inventer une machine à voyager dans le temps. Moi, je suis pas physicien, je suis que romancier, mais l'idée est la même. Moi, j'ai voulu créer une intelligence artificielle, je dirais de nouvelle génération, parce que je me suis dit de toute façon, c'est le genre de truc que personne ne trouvera. Je dirais aucun humain n'arrivera à trouver le voyage dans le temps. Ça demande trop de paramètres. Donc, je me suis dit autant créer la chose qui trouvera la solution. Et donc Ron Mallett, lui, part sur des choses très scientifiques. Il y a des documentaires d'ailleurs pas mal sur Internet, où là 40 ans. Voilà. Même plus. Même plus. Voilà, c'est ça. Et le problème, c'est que. Mais ça, moi, j'arrive pas à m'expliquer. Alors, on va marquer une pause. Ouais. On va essayer de l'expliquer dans un instant parce que moi, ça me fait toujours mal à la tête, mais je trouve ça fascinant. C'est-à-dire que je me dis, putain, le mec, il se barre 10 ans, il revient. Les mecs, sa femme, elle a 70 piges. Il y a un truc. L'inverse aurait été j'ai été volé quand même sur la marchandise. Allez, on se retrouve dans un instant avec Victor de Guérande. On parle du voyage dans le temps. C'est sur Ado. Voilà. Bob vous dit toute la vérité. Tous les soirs, de 21h à minuit sur Ado. Après, plus rien ne sera jamais pareil. Il était long. Il était très très long ce jingle-là. Victor de Guérande est avec moi. Alors Victor, donc je le disais, on parle du voyage dans le temps et donc on est obligé de parler de notre Albert Einstein qu'on adore. Jolie coupe de cheveux cet Albert. Et il nous a pondu cette relativité quand même, qui est quand même très très dur à expliquer. Hein. C'est quand même pas simple, ça fait mal à la tête, mais je comprends toujours pas comment quelqu'un qui part à la vitesse de la lumière pendant 10 ans revient sur Terre alors que ses copains, qui avaient le même âge, ont vieilli de 50 ans. Alors, je vais te prendre une autre image. Ouais. Alors, on va beaucoup travailler avec des images ce soir. Ouais, vaut mieux parce que moi, s'il y a des images, je comprends. Voilà. Et puis, comme ça permet un petit peu le rêve, comme il est tard. Donc, tu vois une portée musicale. Oui.
Là que je te tutoie maintenant. Oui, mais il n'y a pas de problème, on y va sans aucun problème, Victor. Donc, tu prends une portée musicale. Sur une portée musicale, tu as des barres de mesure régulièrement, et puis dans ces barres de mesure, on met plus ou moins de notes. Oui. D'accord ? Donc, on va dire que quelqu'un qui vit sur Terre, il aurait, on va dire, un battement à chaque mesure. D'accord ? Donc, toc, toc, toc. Quelqu'un qui est dans la fusée avant de partir, il va à cette même vitesse. Ouais. À partir du moment où il va partir, et qu'il va partir de toute façon, même pas forcément à la vitesse de la lumière. Hein. Déjà, la vitesse d'une fusée, c'est déjà pas mal, mais enfin bon. Dès qu'il sort de l'attraction terrestre, finalement. Même pas, dès qu'il se déplace. C'est-à-dire même sur Terre, en fait. Même si tu te déplaces déjà, même quand tu vas en voiture, tu te décales un petit peu par rapport je dirais au battement initial, quoi. D'accord. Sauf que c'est vraiment infinitésimal. C'est des milliardièmes de milliardièmes de milliardièmes de secondes. Mais c'est quand même ça. Là, à partir du moment où tu t'approches de la vitesse de la lumière, ça devient de plus en plus, on va dire, visible. Ce qui fait que là où le battement de ta portée c'était tac, tac, toi tu vas commencer à faire tac, 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 entre les deux barres de mesure. Ce qui fait que là où une personne aura vécu, par exemple, 1 seconde, on aura vécu 10. D'accord. D'accord. Ce qui fait que toi, finalement, pour toi, tu vas aller à la même vitesse. Oui. Mais le temps sur Terre va être beaucoup plus, va être beaucoup plus long. Tu vois ce que je veux dire? C'est difficile. Non, il faut le ressentir. Non, mais je peux l'imaginer, mais je comprends pas pourquoi toujours. Tu vois ce que je veux dire, c'est que je le comprends. Hein. Enfin, j'arrive à l'admettre, mais je sais pas pourquoi le fait de me déplacer fait tac 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 tac, tu vois, me fait accélérer. Tu vois ce que je veux dire, vivre plus vite, quoi. C'est ça qui est dingue. Voilà. Là, c'est le mec de Centrale qui dit bon, lui, il n'a pas été à l'école suffisamment, donc je dis voilà. Donc, on recommence. C'est vrai que, je dirais que c'est quelque chose qu'il faut admettre, c'est que plus tu te déplaces rapidement, d'accord, plus ton temps propre ralentit. On va dire ça. Par rapport à l'univers. D'accord. Ok. Voilà. Bon, écoute, en tout cas, c'est quelque chose d'assez incroyable, et on imagine que quand on voit la photo de ce mec là qui est allé donc en 1947 à l'exposition, à l'inauguration de ce pont, et qui se retrouve avec des lunettes à la Batman, avec un t-shirt, des t-shirts imprimés comme ça en 1947. Il y en avait pas beaucoup. Je sais même pas si on avait encore inventé ça, mais dans tous les cas, c'est assez dingue. Alors, il y a aussi quelque chose où tu dis que la pensée n'est pas la même pour tous. Quand on parle du temps, du voyage dans le temps, tu dis ça. Oui. Alors là, c'est parce que pour Continuum, en fait, même pour autre chose avant, dans Continuum, je parle d'une intelligence artificielle que j'ai créée réellement il y a une dizaine d'années. Pour faire cette intelligence artificielle là où les autres ont échoué, je me suis posé la question, je me suis dit je vais pas faire un programme comme on a l'habitude de faire. Je vais essayer de trouver, je dirais, quelque chose qui soit similaire à la pensée, et d'essayer on va dire, de programmer ça. Et je me suis dit bon, qu'est-ce qui existe dans le monde qui est impalpable et qui aurait, je dirais, une quantification mathématique, on va dire ça comme ça. Et je me suis dit je vais prendre le temps. Donc c'est pour ça que je me suis intéressé au temps, et c'est pour ça que donc je m'en suis servi pour élaborer ce qu'on pourrait appeler une pensée de synthèse. Alors maintenant, le rapport dont tu me parlais avec la pensée, la pensée finalement, c'est véritable, elle est assez, comment je pourrais dire, similaire au temps. Voilà, je vous explique pourquoi. On a combien de temps là devant nous là? Oh non, c'est bon, t'as le temps. Ça marche. Alors, c'est tout simple. Einstein a dit que le temps était une dimension, qui est la 4e dimension. C'est cela. D'accord, et dans laquelle on se déplacerait tout le temps. Bon. Or, je viens de vous dire que notre temps est propre à chacun. Donc, tu as ton temps, Mathieu, Hélène, tout le monde, Elliot, moi, chacun a son temps propre. Sauf que on expérimente tous ce temps propre assez synchronisé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se retrouve, quoi. On est sur la même longueur de temps. Voilà, c'est un peu ça, effectivement, c'est un peu comme la même longueur d'onde. Oui, c'est ça, Voilà.
c'est un petit peu comme des ordinateurs en réseau, oui, c'est ça, ouais. synchronisés avec l'ordinateur central, quoi. C'est un peu ça. La pensée, notre pensée est propre et elle n'est pas donc centralisée. Alors, je t'explique. Par exemple, pense à un bateau. Moi, je pense aussi à un bateau. L'auditeur qui nous écoute va penser à un bateau. Allez, pensons tous à ce bateau. Et la question que je vais te poser, c'est est-ce qu'on voit tous le même bateau? La réponse est non. Ben non. Voilà. Donc, étant donné qu'on voit pas tous le même bateau, ben notre pensée est propre, effectivement. Et si maintenant le bateau dont je viens de parler, on voyait tous le même. Ouais. Donc sous différents angles, parce que toi tu le vois peut-être vu de face, moi vu de profil, tout ça, quelqu'un d'autre vu du dessus et tout ça. À partir de ce moment-là, ça deviendrait une dimension. Parce que si notre pensée était commune à toute la race humaine, on va dire, eh bien, on pourrait se déplacer dedans et on pourrait indiquer, je dirais, des choses communes et en fait, ça serait un petit peu comme un univers virtuel. Ouais. Hein, les univers virtuels, c'est ça. On a notre écran. Quand on joue aux jeux vidéo en ligne, là par exemple, en 3D, ben on voit tous les mêmes objets finalement, mais sous différents angles, parce qu'ils sont là centralisés sur un serveur. Et donc tout ça pour dire que si notre pensée était commune, eh bien ça serait une dimension. Donc je pense personnellement que le temps n'est pas une dimension. Ah oui, carrément. Voilà, parce qu'il est propre à chacun et que finalement tu remets en cause Einstein, quoi. Bah non, parce que Einstein lui-même avait remis en cause Newton de par la relativité. Pour Newton, le temps était uniforme, immuable, choses comme ça. Einstein l'a remis en cause. Moi, je dirais, je remets pas en cause Einstein parce que de toute façon, c'est une vérité, c'est une vérité absolue. Par contre, quand on y réfléchit, Newton, ce qu'il a proposé marche toujours, quoi. En fait, finalement, on s'aperçoit que tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice. Et on essaie de comprendre. Tu sais que tu pues le prix Nobel, toi, quand même, hein, à force de réfléchir comme ça. Donc, tu sais, hein, c'est quand même assez incroyable. Alors, la question, bien sûr, qu'on a envie de se poser maintenant, à 23h24, c'est, est-ce qu'on peut voyager dans le temps? Alors, est-ce qu'il faut absolument qu'on arrive à découvrir la possibilité d'aller à la vitesse de la lumière pour voyager dans le temps? Alors, pour se déplacer dans le temps, oui. Pour se déplacer dans le temps, il faut aller à la vitesse de la lumière. Alors pour moi, se déplacer dans le temps, puisque depuis 2010, il y a des témoignages ou des photos un peu particulières qui sont indiscutables. Par exemple, je vous ai transmis l'image d'ailleurs une petite vidéo d'ailleurs sur la photo qui s'est passée qu'on peut trouver au musée Bralorne au Canada. Ouais. C'est une photo où on voit distinctement dans une foule. Alors ça se passe, je crois que c'est en 1941. C'est sur le pont, non? C'est pas ça où il y a ça, voilà. C'est ça. C'est un pont qui avait subi les dégâts d'inondation. Comme quoi, déjà en 1941, il pleuvait beaucoup. Et c'est en Colombie-Britannique et c'est le pont de South Fork. Et ce qui s'est passé, donc, c'est qu'ils l'ont reconstruit, et puis parce que c'était près de la mine Bralorne, qui était une des plus grandes mines aurifères du Canada. Ils l'ont reconstruit, et donc il y a eu une inauguration classique. Il y a eu des photos de prise, il y en a pas mal, et notamment celle que l'on voit où on voit distinctement quelqu'un qui est habillé, je dirais à la mode plutôt actuelle. Avec des lunettes de soleil presque intégrales, vous voyez, avec une coupe de cheveux particulièrement Jones, comme on dit, avec un genre de polo à cagoule. Enfin, vous voyez, c'est assez particulier. On va essayer de la poster d'ailleurs sur la page Facebook, parce qu'elle est quand même assez dingue, parce qu'on a la sensation que le mec sort de Gossip Girl, et il se retrouve, et c'est en 1940, 47, voilà. C'est juste assez incroyable, quoi. Et alors, ce qui est étonnant, c'est il y a évidemment sur Internet, on peut se dire c'est un fake ou quoi que ce soit. Ouais. Pas du tout. C'est véritablement une photo qui est dans le musée. C'est pas une photo qui a été, c'est pas un montage Photoshop ou quoi que ce soit. Elle a été authentifiée, cette photo. Elle a été authentifiée, et ce qui peut porter à réfléchir, c'est que
quand on y réfléchit bien, cette personne-là, si on se dit bon, c'est un marginal, donc il était pas habillé comme les autres, il n'avait pas de chapeau, il n'était pas habillé en veston comme on peut voir les autres personnes sur cette photo. Donc on peut avoir cette hypothèse-là. Bon, déjà, le gars ne devait pas avoir grand-chose avec les lunettes noires parce qu'elles sont vraiment intégrales. Mais la deuxième possibilité aussi, c'est qu'on peut se dire, voilà, c'est une personne qui sait que cette photo-là va passer inaperçue pendant des années et qui sait qu'un jour, il va exister quelque chose qui s'appelle Internet et sur laquelle on retrouvera cette photo et sur laquelle on pourra vérifier que quelque chose se passe qui est pas tout à fait normal, quoi. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne est venue de notre époque, elle est partie dans le passé en se disant qu'un jour on va la voir. C'est quoi l'explication? Disons, comme je suis romancier, c'est une très bonne explication. Voilà, scientifiquement, rien ne prouve que cette personne-là est une personne, on va dire, du présent. Ça pourrait même être quelqu'un du futur, enfin d'un futur proche ou même un peu éloigné. Mais si vous voulez, clairement, on a aussi l'exemple qui me sert de base d'ailleurs pour mon livre, de la personne en 1928 qui est avec un téléphone portable. Ah ouais. Et là aussi, est-ce que cette photo a été authentifiée là aussi? Parce que ça pourrait être n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on peut, là aussi, on peut imaginer que ça peut être. On a même imaginé que c'était un tournage de film d'époque. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est une vidéo en fait. Ça dure, je crois, 7 secondes à peu près. Et il y a une autre vidéo qui est sortie il y a pas longtemps, mais je pense que c'est un fake, celle-là. Mais la première, non, elle est dans les rushs, tout simplement d'un film de Charlie Chaplin, qui est The Circus en fait. Et on voit nettement cette personne qui a la main à l'oreille, quoi. Alors, ce qu'on dit, c'est que c'était peut-être un appareil auditif de l'époque. Il y en avait qui avaient cette forme-là éventuellement. C'est quand même une sacrée coïncidence. Par contre, il est vrai que on peut se dire une chose, c'est que si cette personne-là, parce qu'il faut réfléchir sur le coup, si cette personne-là a un téléphone portable qu'on peut associer à un Samsung ou un iPhone ou peu importe, ça veut dire qu'il y a forcément quelqu'un d'autre qui en a un aussi. Ben oui, parce qu'il faut et puis surtout, il faut imaginer qu'il y a un réseau déjà. Exactement. Il y a forcément un réseau ou en tout cas quelque chose qui fait relais et une autre personne avec qui elle cause. Et là, ça pose problème parce que ça veut dire que s'il y a du téléphone portable à ce moment-là, là effectivement, on peut penser à des idées comme les ovnis, vous savez, un genre de vaisseau mère qui serait dans l'espace et qui ferait relais, quoi. Mais bon. Ou alors tout simplement une technologie militaire déjà qui existait et que certains pouvaient utiliser ou voilà, on peut imaginer ça aussi. La personne n'est pas militaire, c'est une grosse dame. Oui, mais on peut imaginer tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que, alors vous, en tant que romancier, on peut imaginer que ça peut être un espion. Charlie Chaplin avait été quand même très mis sur la tangente concernant ses opinions politiques. On peut imaginer qu'il y a plein de choses, donc là-dessus. C'est vrai. On pourrait dire ça. Par contre, moi j'ai une hypothèse sur cette personne et c'est celle-là que je développe dans le livre. Voilà. Bon, non mais vous avez complètement raison, mais c'est vrai qu'en tout cas, ça permet de nous poser les questions et on va s'en poser jusqu'à minuit. Si vous pensiez que c'était uniquement dans votre tête, préparez-vous à découvrir la vérité. Tous les soirs, 21h minuit sur Ado. Bob vous dit toute la vérité. Continuum, un bouquin sorti en 2012, le livre de Victor de Guérande qui nous permet de parler du voyage dans le temps. Victor, alors quand on parle de voyage dans le temps, on est obligé de citer quelqu'un qui fait souvent mal à la tête quand même. C'est Einstein avec sa théorie de la relativité. Est-ce qu'on peut essayer de schématiquement essayer de comprendre? Ce cher Albert. La relativité, c'est à la fois simple et très compliqué, mais c'est un peu comme le temps finalement. Ça peut être simple et compliqué parce que en fait tout ça c'est un vaste sujet. Et si on prend par exemple le temps, le problème c'est que le temps est une notion tellement fondamentale qu'on ne peut la décrire que par lui-même, ou que par elle-même. C'est-à-dire que si je vous demande, Bob, de décrire le temps, vous allez forcément me donner une notion de durée ou une notion de succession de choses. Totalement.
Voilà. Donc on va partir sur la relativité. La relativité d'Einstein, la plus simple image qu'on peut se faire de la relativité, c'est des vaches dans un pré et un train qui passe. Hein, c'est d'ailleurs ce qu'il a utilisé dans son bouquin la première fois pour la relativité restreinte. Donc en fait, vous êtes à une certaine vitesse dans un train. Si vous marchez dans le sens de la marche du train, vous allez aller donc à la vitesse du train plus la vitesse de votre marche. D'accord. Donc vous vous déplacez dans quelque chose qui se déplace lui-même. Bien sûr. Par contre, la vache qui est dans son pré, elle vous voit passer à quelle vitesse? Elle vous voit passer à la vitesse du train plus la vitesse de votre marche. Donc elle vous voit passer très très vite. Alors que vous, dans le train, vous vous déplacez pour vous-même qu'à la vitesse de votre marche. Bien sûr. Voilà, c'est ça qui fait que... c'est pour ça qu'on dit tout est relatif. Tout est relatif, et alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que tout est relatif finalement à soi-même. Et c'est là qu'on devient un petit peu, j'allais dire, ésotérique. C'est que le temps que nous expérimentons est un temps propre à soi. Ce qui veut dire que si vous parliez tout à l'heure du voyage à la vitesse de la lumière, là c'est la relativité qui s'applique totalement. À partir du moment où vous prenez un vaisseau spatial vous démarrez de la Terre tranquillement, puis vous allez vous approcher de la vitesse de la lumière. Plus vous allez vous approcher de la vitesse de la lumière, plus vous allez comment je pourrais dire ça, vous allez ralentir, mais vous n'allez pas vous en rendre compte. Est-ce que je veux dire? Alors, je vous explique en deux mots, très simplement. Imaginons que là, à minuit, là, vous preniez un vaisseau, et puis vous partez dans ce vaisseau pendant 1 heure. Vous allez revenir dans 10 heures. Donc vous reviendrez à 10 heures du matin. Alors que pour vous n'en réveillez que d'1 heure. Oui, en fait c'est la vitesse de la lumière, c'est ça qui va faire qu'on sorte à un moment donné. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est pour ça que les astronautes ont de gros problèmes. C'est-à-dire qu'il faut trouver des mecs qui veuillent bien partir 10 ans dans l'espace à la vitesse de la lumière, mais quand ils reviennent finalement la Terre, elle, là les scientifiques l'envisagent de plus en plus. C'est-à-dire que vraiment on en entend parler, mais de plus en plus quand même. Tout à fait. Et là, il y a un truc supplémentaire sur cette expérience qui est encore plus fascinant. C'est qu'à partir du moment où tu te dis, bon, ok, je vais mesurer, c'est-à-dire je vais regarder, je vais mettre juste à côté des fentes, là, je vais mettre quelque chose, un appareil, il va regarder par où passe le photon. Comme ça, je serai sûr de mon coup. Et bien, à partir du moment où tu mesures l'emplacement qui a été choisi par le photon, sur l'écran, tu ne vois plus une interférence d'onde, mais tu revois à nouveau 2 barres. C'est juste un truc de malade. C'est-à-dire que la mesure, le fait de mesurer, on va dire d'observer, mais là, même si c'est un appareil, modifie le résultat de l'expérience. Ouais, c'est ça. Et ça c'est paranormal, mais pourtant c'est physique, c'est de la physique. Et c'est ça, c'est de la physique, mais ça reste encore en tout cas paranormal. Voilà. Alors, bien sûr, le voyage dans le futur, tu m'as dit qu'il était envisageable. Une expérience a été faite également avec 2 horloges atomiques. Oui, dans des B-52. Début 52, c'est-à-dire que ça remonte quand même déjà. Ah oui, c'est des gros avions. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des horloges atomiques, on en a laissé une sur Terre, et puis on a fait faire le tour de la Terre avec une autre. Et celle qui est revenue donc de son voyage était désynchronisée de la première, mais vraiment très 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 légèrement. Mais néanmoins, il y avait une synchronisation. Donc j'imagine que les GPS. Parce que tu sais, on dit souvent à la radio, on dit souvent ma voix part à 36 000 km. C'est-à-dire que vous qui m'écoutez, en fait, vous m'écoutez avec un décalage. Ça, il faut le dire. C'est-à-dire que pendant que moi je parle là, vous allez avoir ma voix après. Elle n'arrive pas là. En fait, c'est du faux direct parce que ceux qui écoutent en podcast se racontent même. Ah oui. Non mais c'est vrai que c'est toujours fascinant parce que ma voix, pendant que je parle, elle va dans les tuyaux, elle monte à la Tour Eiffel, ça part au satellite, ça redescend. Enfin, c'est juste incroyable. Alors, avec le net, c'est encore pire. Il y a toujours un décalage. Donc c'est ça qui est incroyable. Alors les GPS, c'est pareil. Quand tu conduis, en fait, le temps parce que si tu reçois l'information par le satellite, ils doivent se résynchroniser perpétuellement, non? Exactement. En plus de ça, eux, ils reçoivent la relativité en pleine face, un peu comme la pub chez toi, quoi. C'est que justement,
ils sont moins sujets à la force, à l'attraction terrestre, et en plus de ça, ils se déplacent en permanence. Donc, ils sont désynchronisés. Or, même un millième de seconde à une telle distance, ça fait une erreur d'angle qui fait que t'es dans le champ d'à côté au lieu d'être sur la route. Donc, en fait, oui, effectivement, les GPS ont besoin d'être synchronisés en permanence. Donc, ça prouve que même finalement un objet a son propre temps. Et c'est ça qui est curieux, c'est que finalement, on a tous notre propre horloge, en fait. On a tous notre propre horloge, et alors si on regarde vraiment très microscopiquement parlant, donc les particules qui composent, par exemple un satellite, alors ça veut dire que chaque particule a son propre temps. Donc moi j'en suis arrivé à ça dans Continuum, mais là c'est une recherche personnelle, donc ça ne vaut que pour ce que j'en dis. C'est qu'en fait le temps serait quelque chose propre à chaque particule ou à chaque entité, et qu'il s'éloignerait de nous, comme des ronds dans l'eau. Alors, je m'explique, par exemple, tu lances une pierre dans une mare toute lisse, parce qu'il n'y a absolument rien, il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Tu lances une pierre. Quand la pierre va toucher l'eau, elle va commencer à faire des ronds dans l'eau. Des ondes. Donc, une onde temporelle. Et donc, chaque onde va s'éloigner de manière circulaire du centre. C'est vrai, c'est la pierre, bien sûr. Ma théorie, c'est que le temps serait comme une onde qui s'éloignerait de nous à la vitesse de la lumière. Et why not? Je te dis, ça sent le prix Nobel. Avec tes conneries, ça sent le prix Nobel. Non, mais enfin, en tout cas, c'est dans le bouquin, et c'est une théorie intéressante. Bien sûr. Continuum, c'est téléchargeable. On a mis d'ailleurs le lien dans le fil de la discussion sur la page Facebook. Bob vous dit toute la vérité. Bob vous dit toute la vérité sur Ado 97.8 à Paris, 93.1 à Toulouse et sur adofm.fr. Alors, parmi les choses incroyables et les exemples, on va revenir à des choses très très compréhensibles par tous et très imagées. C'est-à-dire qu'on a ce fameux téléphone portable dans le film de Charlie Chaplin. On a ce mec sur le pont à l'inauguration du pont qui, en 1947, ressemble à un des frères Bogdanov. C'est-à-dire que c'est temps X. C'est temps X. C'est-à-dire que voilà, il a les lunettes, il a le t-shirt, il a le pull à capuche. C'est juste assez incroyable. Et on s'est aperçu que cette photo était une vraie. Elle est exposée à un musée. Donc c'est pas du fake, c'est vrai. Le téléphone portable, pareil, film de Charlie Chaplin. Alors on voit pas le téléphone quand même. Non, c'est suggéré. Voilà, c'est suggéré. On voit que la nana, elle fait comme si elle téléphonait, mais on peut imaginer peut-être qu'elle a un appareil auditif. Mais en même temps, est-ce qu'à cette époque-là, les appareils auditifs existaient? Donc on sait jamais. C'était des cornes. Ce que j'ai imaginé dans le bouquin, en fait, c'est que c'est encore une fois comme l'autre, c'est quelqu'un qui voulait se faire repérer, et qui voulait se faire repérer uniquement par des gens qui sauraient qu'un jour des téléphones portables existeraient. Oui, mais alors comment ils ont pu le savoir, ça? Si c'est un voyageur temporel, on va dire de notre époque, cette personne-là retourne dans le passé et simule le fait d'avoir un iPhone, excusez-moi, enfin un smartphone, on va pas citer de marque, à l'oreille. À partir de ce moment-là, pour les gens là-bas sur place, en tout cas à cette époque-là, ça veut rien dire de spécial, mais pour nous, qui savons ce qu'est un téléphone portable, on se dit mais qu'est-ce qu'elle a à l'oreille? Ce qui est génial, c'est que si on imagine ça, ça veut dire que c'est la grande manip. C'est-à-dire que les mecs vont dans le passé en disant, tu verras, un jour ils vont s'apercevoir que j'avais un téléphone portable et que je venais du futur finalement. Tu as ça, moi qui aime beaucoup les émissions où il y a Jacques Grimaud et Patrice Pouillard. Tu as ça, par exemple, avec le fameux hiéroglyphe. Alors, je sais plus dans quel temple il se trouve, où tu as carrément un tank. Oui. Tu as un hélicoptère. Et tu as un land speeder de Star Wars. Oui, bien sûr. Non, ça, c'est juste. Ça sur 60 cm. Et donc, dans la révélation de pyramide, on dit ça peut être une coïncidence parce qu'il y a deux hiéroglyphes qui se sont chevauchés et avec le temps, c'est tombé. Il n'empêche qu'à notre époque, ça nous parle tout de suite. Donc, c'est quelque chose qui était dans une tombe. C'est quelque chose qui théoriquement donc est pas vu, mais qui est là, et que à notre époque, on voit. Ça veut dire que si quelqu'un l'a fait volontairement, il savait que à l'époque où il l'a fait, personne ne se rendrait compte de rien, parce que ça serait comme les autres hiéroglyphes perdus dans la masse, mais que nous on saurait tout de suite de quoi il retourne. Mais qu'un jour quelqu'un comprendrait. Exactement. C'est énorme.
C'est énorme. Ouais, je trouve ça fantastique parce que, alors là, pour le coup, mais ça nous emmène, mais alors super loin. C'est-à-dire que c'est genre, mais en fait, finalement, c'est un peu c'est un peu l'explication pour les pyramides, pour les Mayas, etc. C'est-à-dire que ce sont des choses que à l'époque, les gens voyaient peut-être pas ça comme un message, mais aujourd'hui, les mecs se disent, un jour, les gens vont se poser la question et vont déchiffrer finalement le message qu'on a bien voulu leur laisser. Exactement. C'est dingue. On a par exemple, c'est aussi un thème central dans mon bouquin, c'est si tu as quelque chose qui pourrait faire toute une émission à lui tout seul, qui est le manuscrit de Voynich. Ah bah oui, on l'a abordé, abordé la semaine dernière avec Fred du forum Au-delà du miroir. C'est juste incroyable parce que on n'a toujours pas réussi à déchiffrer ce manuscrit. Hein. Voilà. Et ça, c'est quelque chose donc qui est un message et qui est finalement un message à travers le temps. Puisque c'est quelque chose qui, depuis qu'il a été écrit, n'a jamais été déchiffré. Ouais. Et peut-être qu'un jour, dans 100 ans, 200 ans, quelqu'un arrivera à le déchiffrer, ce message. Exactement. Exactement. Et celui qui arrivera à le déchiffrer comprendra, enfin, sera le premier à pouvoir lire quelque chose qui a été écrit en 1406, je crois. Ouais, c'est ça. C'est juste un truc de dingue. Donc, cela dit, on reproduit la même chose parce qu'il y a des endroits, je sais qu'à l'aéroport de Denver, on a comme ça un message pour les générations futures. On a aussi des choses que les humains d'aujourd'hui laissent comme message. Oui, ça s'appelle les time capsules. Ouais, c'est ça. On peut tous le faire. Hein. Vous prenez, vous faites un message pas trop mal. Vous faites. Alors après, vous essayez de faire des dessins ou des choses comme ça. Vous pouvez faire un DVD.